T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel? Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi! Yippee-ki-yay, pauvre con. Nous, les nains, nous sommes des sprinters. Les princes de la cuite. En garde, espèce de vieille pute dégarnie! Enculé de ta race! Un peu comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts. Alors bonne chance, sans Jérôme! Le slip. Hello. Salut. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans le slip. Un slip tout beau, tout frais en ce début d'année. Année qu'on vous souhaite meilleure que la dernière, c'est déjà pas mal. Hein, que vous en pensez? Oui, je suis d'accord. Ouais. Même si c'est mal barré pour le moment, quoi. Je commence à en avoir marre de cette phrase, j'ai l'impression que c'est comme si tu disais il n'y a plus de saison ma bonne dame maintenant. C'est trop ça. Mais tu te vois souhaiter une bonne année, toi, ça a pas marché l'année dernière. Une bonne santé. Une bonne santé surtout. Ma bonne Bien, dame. autour de cette table virtuelle, encore une fois, nous enregistrons à distance, le nec plus ultra du chroniqueur, en tout cas le nec plus ultra du chroniqueur disponible sur Nantes. Juste en face de moi, l'œil vif, heureux sûrement ce soir de ne pas recevoir toute la troupe de facochères. Il me confiait l'autre jour qu'il était content 2 fois quand il nous voyait débarquer chez lui, quand on arrivait et surtout quand on partait. C'est Mollusque. Comment vas-tu, Mollusque? Tu as très bien résumé la situation. Et encore, il y a toujours Angelo qui vient squatter chez moi pour jouer sans me prévenir. Il vient cliquer, quoi. Enfin... Ça fait du PQ gratuit, les gars. On va pas dire. Il bouffe ma blanquette, il souille mon PQ. Bon, un pélétron dans les chiottes en plus. Tant qu'il fait pas l'inverse, hein. Tant qu'il bouffe pas ton PQ. En même temps, si une blanquette, c'est méga écologique. Hein. On est méga 21e siècle. Rappelez-vous qu'on risque d'être reconfiné bientôt. Le PQ, c'est une denrée rare. Ça, bien. Il nous a concocté sa meilleure cuisine ce soir, comme à son habitude. En tout cas, j'en suis convaincu. Cet homme aux passions multiples, fan de Patrice Laffont et de Tectonique, c'est Charlie. Comment vas-tu, Charlie? Ça va nickel. Moi, je suis bien content. Je me suis acheté des nouveaux boxers, ça me fait un méga boboon. Oh, il y a des dessins dessus, tu peux nous montrer. Je vous enverrai une photo, les gars. Je vous le montrerai. Allez, fais pas ta Je vais vous mijaurée. montrer maintenant. Allez, vas-y, maintenant. Danse sur du Patrice Laffont, d'ailleurs, en slip. Sur l'ascension de pyramide. Allez. Ce serait parfait. Et vous venez de l'entendre, messieurs, dames. Il a le poil soyeux, le regard vif et intelligent. Il n'est nourri que à la viande crue encore tiède de ses élèves désœuvrés. C'est Angelo, comment vas-tu? Très bien, très bien. Je suis méga content du thème de la chronique que je vous ai concoctée ce soir. Méga OP pour ce soir. Bien, tant mieux. J'en attendais pas moins de toi. Et pour encadrer cette bande de Gugus, il fallait un garde-fou, un sage, un érudit, un homme d'expérience. Et malheureusement, nous, on a Pépé. Comment vas-tu, Pépé? J'ai cru que t'allais dire que c'était toi. Très bien. Je vais essayer de vous guider vers la voie de la sagesse. Je vais faire de mon mieux. Mais pas vers la lumière, ça c'est pourri comme Ah, ça, non. Comment il va notre animateur préféré, le Pedro? Avec sa coupe de redneck et sa moustache bidon de vélo. Le Pedro va bien. C'est vrai que du coup, je vais passer chez le couptif parce que je me regardais dans le miroir tout à l'heure. Un sacré mulet là qui commence à... Ouais, je ressemble vachement au mec qui ont pris le Capitole il y a une semaine là et ça m'inquiète vachement. Carrément. Tu vois, le dernier podcast, tu ressemblais à un des 7 nains dans Blanche-Neige, mais là tu ressembles carrément à un mec qui a un drapeau de la Confédération. Bon, voilà, si c'était pas encore décidé, c'est sûr maintenant, je vais chez le coiffeur la semaine prochaine. Tellement content de vous retrouver, vous m'aviez manqué. Ça. Et donc ce soir, si on se retrouve tous ensemble pour se vanner, c'est également pour parler de nos amis les monstres. Et comme vous êtes un petit peu plus qualifiés que moi pour parler de nos amis les monstres, messieurs, je vais vous laisser le soin de vous occuper du thème et moi je ferai une petite pastille fraîcheur en fin de partie. J'ai vu que t'allais aux chiottes. Non, pas tout de suite. Là, 5 minutes, il a parlé 2 fois de chiottes, quoi, le mec. Avant de commencer, je vais laisser la place à Mollusque qui va nous en parler un petit peu plus. Oui, je vais vous lire mon introduction. Alors, pas une mince affaire que la rédaction de cette introduction dédiée aux monstres, tant il y en a de définitions. Pour m'aider dans la tâche, quoi de mieux que d'invoquer le dragon blanc aux yeux bleus? Pardon, Wikipédia. Étymologiquement, le monstre est ce que l'on montre du doigt, et aussi ce qui se montre, provoquant soit la terreur, soit l'admiration. Raté, c'est pas tout à fait de ça que nous voulons parler. Fuck off Wikipédia.
En fait, dans cet épisode, nous allons plutôt nous atteler à déconstruire la figure du monstre la plus communément admise. Une créature à l'apparence anormale et effrayante, celui de la mythologie ou des craintes de notre petite enfance. Le monstre est partout, tantôt visqueux, tantôt poilu. Il hante nos cauchemars et les films d'horreur. Pourtant, il en existe des représentations plus douces et avenantes, comme par exemple Casimir, le monstre gentil de l'île aux enfants, Casper, le non moins gentil fantôme, pour le plaisir de le caler là, le loup-garou du campus, Angel, le vampire maniaco-dépressif, fan d'autoflagellation, mais qui redevient méchant quand il lâche la purée, ou encore les célèbres Pokémon. Preuve s'il en est que malgré leur parfois hideuse apparence, leur œil vitreux, leur nez crochu et leurs pieds de cochon, ils peuvent nous manifester de l'affection. Et si finalement le monstre sous le lit ne nous voulait pas de mal? Et si, en sortant du placard, il se révélait en fait être notre ami? Ce sourcil soulevé, quoi. Ouais, c'est clair. Eh bien, peut-être, je ne sais pas. Je vous le disais en préambule, je vais vous faire confiance et je vais beaucoup vous écouter parce que c'est vrai que moi, je suis très peu monstre de l'enfance. Ouais, je crois que j'étais un peu flippé petit, ouais. Ouais, peut-être. Peut-être. Tu regardais Casimir lit avant de te coucher. C'est peut-être Alf qui t'a fait peur, peut-être. Alors non, par contre, j'étais très fan de Alf, par contre. On a parlé d'E.T. la dernière fois qui te faisait flipper. Ah ouais, non, E.T. par contre. Bah oui, attends, avec ses grands doigts là. Il est quand même vachement mal foutu. Ah, avec ses grands doigts, il me faisait fantasmer. Ouais. Attends, Pépé, il devait être dégoûté, quoi. Regardez les doigts qu'il a et moi mon nez. On est la team parfaite. Voilà. Très limite, c'est là. Ouais, ça faisait même pas 10 minutes. Bah ça va, il a parlé du nez parce que je croyais qu'il était parti sur autre chose. Moi, j'avoue. Oui, moi aussi, j'attendais un truc. Il a pas sorti le loup. Ok. Pas du tout. Et j'avoue que moi, les amis, les monstres, il y a tout, quoi. Il y a les Pokémon, Yu-Gi-Oh aussi, vite fait. Ouais. Bah franchement, Casimir, même si j'ai pas regardé spécialement, mais bon, t'as tout. Casimir, ça te fait. T'as le Muppet Show aussi. C'est les amis, les monstres. T'as plein de choses. Si, c'est vrai, t'as raison. En fait, il y a des trucs. T'as plein de choses, en fait. Muppet Show, c'était plutôt des animaux. Ouais, parce que moi j'irais plutôt Sesame Street, là pour le coup c'était plus des monstres. Ou les Teletubbies. Oui, alors ça c'est ça c'est pas des amis, c'est pas des amis. Ouais. Les Teletubbies, c'était surtout des mecs qui avaient pris beaucoup trop d'acide, non? Ouais, sûrement, ouais. Ils veulent pas ton bien, ils veulent avaler ton cerveau. Je peux te dire qu'à la fin de l'épisode, Tinky Winky prenait cher. Ah mais en vrai, est-ce que vous avez déjà regardé en entier un épisode de Teletubbies? Oui. J'ai tenté l'expérience. J'ai dû en voir en entier, mais pire que ce que je croyais. Ah non, mais c'est nul là. C'est nul incroyablement psychédélique. Mais il me semble que, parce que je déconne tout de suite avec les acides, mais il me semble qu'il y a un mec qui a fait un espèce de remix sur YouTube où ils ont les yeux complètement éclatés. Bah, c'est les Cassos, non? C'est bien vu, t'as raison, c'est ça, c'est les Cassos. Ouais, c'est les Cassos. On est complètement hors sujet là. C'est clair. Oui, c'est vrai. On parle des Teletubbies, on est dedans. Encore 2 minutes et on sera sur Pornhub, les gars. On continue. Bon, je suis sûr que tu peux trouver des monstres aussi sur Pornhub. Bah, c'est simple, tu tapes naine chinoise et là, t'es déjà dans 2 amis les monstres. Ok, je note. Mais de toute façon, déjà, en plus, dans le truc Pornhub, Toi, raciste. le hashtag. Tu vas tuer mon frère. Alien. Oh putain. Le hashtag Alien, c'était le numéro 1 l'année dernière, quand même, sur Pornhub. Sérieux? Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc chelou, j'en sais rien, j'ai pas regardé, je te dis juste que c'était ça. Du coup, j'ai envie d'aller voir. Par pure curiosité intellectuelle, j'ai envie de pousser l'expérience. Allez, on verra ça après. après. Giger directement sur Par pure curiosité intellectuelle, je vais m'isoler et aller regarder ça dans un coin avec le sopalin. Voilà, j'allais dire la même chose. Je suis pas sûr que t'auras vraiment besoin de intérêt sopalin, scientifique, je vais prendre du sopalin aussi. Bon, vu qu'on a bien déjà digressé et qu'on n'a pas du tout parlé de nos amis les monstres, je propose à Charlie de prendre le relais et de nous questionner. Hey, let's go for the quiz. Yep. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. C'est votre ultime bafouille? Alors, pour ce quiz, vu qu'on est sur les amis les monstres, on va faire un combat de Pokémon. Oui. Je suis déjà dans la merde. Ah, non, t'inquiète. Pas de problème. Donc, nous aurons le dresseur Pépé et son Pokémon Mollusque. Mollusque.
Mollusque. Alors, tu peux nous faire un petit Momo Mollusque, quoi. T'as le droit. Momo Mollusque. C'est quel type de Pokémon du coup? Alors, il fait ce qu'il veut après. C'est un Pokémon plante. Crustacé. C'est un n'importe nawak. Et Angelo avec son Pokémon Pedro Miguel Pascal de la Yola, vamos a la playa, señor de los Santa Maria, la Grande Canaria, Tequila Fiesta, ou qu'on appelle Pedro pour aller plus vite. Tout ça parce qu'il a une coupe de mulet, c'est abusé les gars. Alors du coup, en fait, vous avez de la chance, vos Pokémon sont assez intelligents pour vous aider à répondre aux questions quand même, les gars. Et en fait, on va commencer par une petite question pour savoir quel duo va commencer vraiment après. Ok. Et en fait, on va parler Digimon, et on va, ce sera celui qui sera le plus près. C'est me donner en quelle année a commencé la diffusion de la série TV Digimon. En France ou c'est vraiment, j'ai trouvé que ces trucs-là, donc ça a dû commencer à plusieurs endroits au même moment, quoi. Donc il faut dire son nom. Il faut dire son nom pour. Bah non, mais c'est on va commencer par le Angelo et Pedro. Ouais, allez-y. Donnez-moi une année. Alors Digimon, c'était 97, mais en France, tu peux peut-être décaler de 2 ans. Je dirais 99. Je te suis, mais j'aurais dit exactement ça. Ben moi j'aurais dit 99 au pire. Répondre là ou... Ouais, Mollusque et Pépé, vous dites. Au départ, avant qu'il parle, je voulais dire 97 pour l'année de diffusion, mais il vient de nous donner l'année de sortie au Japon, j'imagine. Bon, on dit 2000. C'est foiré ou peut-être que c'est. On rajoute un an, on dit 2000 et puis voilà. Ah, ça arrive pas. Ouais, c'est vrai que 97, ça me paraît super tôt. De 2000, allez. Et bah de toute façon, il a donné la bonne réponse avec 99. Donc. Allez, le pouvoir. Alors du coup, j'ai 8 questions. J'ai 2 questions à 1 point d'attaque, 2 questions à 2 points d'attaque, 2 questions à 3 points d'attaque et 2 questions à 4 points d'attaque. Je sens que je bien vais sûr, ce quiz. plus il y a de points, plus la question est dure. Yes. Et il y en a 2 à chaque fois, donc vous choisissez avant de commencer qu'est-ce que vous voulez comme type de question. Et c'est celui qui aura mis plus de points dans la gueule de l'autre qui aura gagné. Ok. Tout simplement. Donc Angelo et Pedro, c'est à vous de commencer. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez comme type de question? 1 point, 2 points, 3 points, 4 points? On commence tranquillou? Ouais. Du 2 points ou 3 points, mais pas du 4. Je suis d'accord, 2 points. Allez, 2 points. Ouais. Alors, vous tentez une attaque vive attaque. Ok. Comment s'appelle le personnage amoureux de Kermit dans le Muppet Show de 1976? Ah, c'est Piggy. Peggy la cochonne? Peggy, c'est ça. Vous mettez 2 points. C'est 2 points, ça. Allez. C'est 0,5 points pour les cochons. Pépé Mollusque. On attaque direct à 4 là. Oh non, on prend 3. Allez, 3, ouais, 3. 4, on va se faire enculer. Hein. Ok. Donc là, vous tentez une attaque éclair. Alors en plus, pour info, j'ai fait 4 questions sur les thèmes qu'on a après. Donc là, en plus de la chance, c'est Monstres et compagnie. Comment s'appelle la ville de Sully et Bob de Monstres et compagnie? Monstropolis. Bah ouais, pour le coup, c'est facile, c'est lui qui va nous le présenter après. Donc. Bien joué. L'attaque éclair a réussi. Vous avez 3 points. Enfin, vous mettez 3 points dans la gueule de l'autre. Mais nous, on est des Pokémon Rush. Qu'est-ce que vous choisissez, Angelo et Pedro? Faut se refaire, non? Comment? Faut se refaire, non? Okay. Moi, je reprendrais une attaque à 2. On peut monter à 3, là. C'est une question facile qu'ils ont eu à 3, là. Ouais, mais moi, tu vois, Monstres et compagnie, je suis une merde. On l'aurait eu. Bah, vas-y, 3. Vas-y, on y va. Ouais, vous allez pour le 3. Donc, il y aura plus de questions à 3. Ouais. On y va? Vous allez tenter l'attaque psycho. Oh, oui. D'après les animaux fantastiques de J.K. Rowling, qu'est-ce qu'un nifleur? Un nifleur? Oh putain. C'est pas les bestioles qui peuvent sentir ton... Ah non. Les trucs qui peuvent sentir ton âme, là, à moitié. Non, les trucs qui t'embrouillent les pensées, tout ça. Non, le nifleur, c'est pas dans les animaux fantastiques, pour le coup. Ouais, c'est ça. C'est pas En fait, c'est tout simplement le truc qui qui peut poursuivre à partir de l'odeur. C'est l'espèce de... Tu sais, tu donnes un truc à sentir et le machin piste. Non? Vous partez là-dessus? Non, mais après, il faut me dire la réponse, en fait, parce que là, vous discutez. Oui. Vous suivez ça? Ouais. Non. Mollusque, tu savais? Tu levais le doigt? C'est pas un truc qui peut tracer la magie, justement? Pas du tout, c'est la petite bestiole noire qui va voler un peu tout ce qui brille, qui est attirée par tout ce qui brille et qui récupère toutes les monnaies, tout ce que tu veux. Qui les met dans sa petite poche. Quoi. Coup pas l'attaque psycho n'a pas fonctionné, les gars. A échoué. Dommage. Du coup, il reste plus de questions à 3 points, les gars, mais comme vous voulez, après 1, 2 ou 4 points pour Mollusque et Pépé. Est-ce qu'on essaye de les larguer et de partir devant avec un 4 points là? Ouais, allez, on va essayer 4 Allez. On verra. Ok. C'est Undertale, mais c'est pas une facile, donc je suis pas sûr que même Mollusque l'aura. On verra. C'est une attaque Dracorage.
Sous quel moteur a été développé le jeu Undertale? Ah, c'est merde. Quand tu lances le jeu, tu vas. C'est Game Maker, non? Dolicat 16 soupapes, je crois. Je crois que c'est Game Maker, mais je suis pas sûr. Avec un moteur Blue HDI. Je l'ai lancé qu'une fois, je me souviens plus. En gros, c'est un moteur de jeu ultra assisté, mais je sais plus si c'est Construct ou Game Maker. Je vais dire Game Maker. Tu es sur Game Maker du coup? Ouais. Ouais, du coup, ouais. Et c'est la bonne réponse. Ah, Oh, merde. yes. Ah, c'est sur la merde, ça, Pedro. Joué. Ouh là 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 là. Allez, ça fait mal. Il reste des questions à 1, 2 et 4 points, les gars. Donc, Bah, 4, on y va, allez, c'est parti. C'est une question Pokémon. Ok. Vous avez une attaque ultra laser en plus. Donc c'est quand même Ah, putain, ma préférée. À quel type de Pokémon correspondent les cartes or? Oh, putain, ça, c'est les cartes Pokémon. Ah, À bah quel ouais. type de Pokémon? Ouais. Bah, je dirais type dragon, moi. Partez là-dessus. Bah, de toute façon, Pedro, j'ai l'impression qu'il est dans le flou là. Ah ouais, c'est évident. C'est la bonne réponse, les gars. Allez Bien sûr. Allez, Pedro. Du coup, High on a five un à point- distance. On a un point d'avance là, ça. Ouais, exactement. Ouais. Et il reste Il reste des questions à 1 point et à 2 points, il en reste qu'une seule. Bah, on va prendre la 2 points. Bah oui. Ok. Comment s'appelle l'animal mythologique ailé monté par Persée pour sauver Andromède? Oh non. Pégase. Ouais. Ouais, Pégase. ça. Tout simplement. Ah, bâtard! Il reste plus que des questions à 1 point, donc vous n'avez pas le choix. C'est une attaque flash, une attaque de merde. Ouais. Finissez le premier couplet de la chanson de Casimir de l'île aux enfants. Voici venu le temps des rires et Non, des mais chants. chante-le. Dans l'île aux enfants. Non, mais non. C'est tous les jours le printemps, c'est le pays joyeux des enfants heureux. Non, mais là, j'ai envie de pleurer, là, par contre. Les pays joyeux des enfants heureux. C'est à eux, là. On est d'accord, c'est à eux. Non, c'est à vous. C'est à nous. Ah, c'est à nous? Ouais. Mais je veux pas cette question, moi. Puis joyeux des enfants heureux. Des monstres gentils. C'est gentil, oui, un c'est un paradis. C'est ça. Ouais, c'est ça, les gars. Allez. C'était laborieux, mais bon. Ça, C'était un compliqué point, quand même. Et dernière question, la meilleure attaque du monde, l'attaque trempette. Donc, Donc il devrait perdre avec ça, Trick. quel animal de compagnie virtuelle japonais a été créé par la société Bandai en 96? Le Tamagotchi. Ah ouais. De toute façon, les unes, normalement, c'était facile. Hein. Bien joué, ça. Et voilà, ça fait. Vous avez mis 10 points d'attaque Mollusque et Pépé dans la gueule de ce petit Pedro. Et les autres n'ont mis que 7 points Tu peux d'attaque. retourner dans ta capsule, Momo. Allez. Bon boulot. T'as plus qu'à aller au Poké-Centre, fils de pute. Ah, la violence, putain. moi, Comme quand- Harry Potter encore. Oh bah voilà, ce petit Merci. quiz de combat de Pokémon. Merci, Joshua. Merci, Chacha. Donc je suis aussi nul à Pokémon en jeu Charlie que sur Game Boy. Très bien, c'est bon à savoir. Bien, maintenant c'est Pépé, je crois, qui va prendre la parole et tu vas nous parler de... C'est exact, pas du tout de Pokémon. Putain. J'ai hésité sur le long métrage d'animation parce qu'il y en a quelques-uns qui rentraient dans le thème. Il y avait Max et les Maxi Monstres, mais j'ai lu le livre pour enfants en quelques pages. Bon, voilà, j'avais pas envie de m'attarder. Un monstre à Paris, film français que j'avais bien apprécié. C'est sur Le Pen, ça, non? J'arrête de dire des conneries. C'est ça, si tu veux. Il y avait Mon voisin Totoro, mais du coup, les Ghibli, il y aura moyen d'en parler. Ouais. Oui. Et donc, non, moi, je me suis plutôt attardé sur Monstres et compagnie. Oui. Donc, et puis parce que voilà, c'est un film qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. Hein. J'étais pas enfant non plus, j'étais ado, mais donc Monstres et compagnie, Monster Inc. De son titre original, donc réalisé par Pete Docter. Donc c'est quand même là-haut, vice versa et le dernier Saul. Mais il n'était pas tout seul à la réal, il était aidé de David Silverman du coup qui a fait L'Âge de glace, Les Simpsons le film, et de Lee Unkrich qui a fait Toy Story 1, 2, 3, 4 et Le Monde de Nemo. Donc voilà, il n'y avait pas n'importe qui. Petite pointure quand même. Et au scénario, il y avait 6 mecs, voilà, on va pas tous les citer, mais du coup il y avait beaucoup de monde. Donc film sorti en 2001 aux États-Unis, en 2002 en France, donc ça commence à dater. Donc brièvement, je vous fais un petit synopsis quoi, aussi, pour ceux qui connaîtraient pas quand même. Donc dans un monde peuplé de créatures monstrueuses en tout genre, de couleurs et de tailles variées, avec plus ou moins d'yeux, plus ou moins de membres, la ville de Monstropolis est alimentée en électricité par la grande usine Monster Inc., où travaillent nos héros. Jacques Sullivan, en tant que terreur des placards professionnels, élu meilleur employé du mois à de multiples reprises, et Bob Razowski, son assistant, c'est un petit peu le sidekick rigolo.
Donc, particularité de cette usine, c'est que la source d'énergie utilisée provient des cris d'enfants. Donc, pour récupérer cette ressource, des milliers de portes pour passer dans le monde des humains, qui sont en fait des portails permettant d'accéder directement aux chambres des enfants, si elles sont dotées d'une porte de placard, donc dans le monde entier. Donc, la légende dit que Pédobert aurait tenté plusieurs fois le concours d'entrée chez Monster Inc. Et aurait été recalé à chaque fois, malheureusement. Je t'emmerde. Bonne opportunité. J'ai pas dit Pedro, j'ai dit Pédobert. Il le prend pour lui. Ah la vache. Il s'est vendu, quoi. Putain. Oh là là. Appelez la police. Appelez la police. Oh putain. Ça y est, je vois les sirènes au loin. Bon, bah, ça y est, je suis foutu. Mon petit ped. Donc voilà, suite à un incident, notre héros Sully va faire la connaissance d'une petite fille qui est passée de l'autre côté de la porte malencontreusement. Passé la terreur face au présumé danger de l'enfant, une grande amitié va naître et une grande aventure va se dérouler pour ramener l'enfant chez elle. Ah oui, parce que les monstres ont peur des enfants. Dès qu'ils rentrent en contact avec les enfants, c'est tout de suite le code alerte 2319, 2319. Et du coup, il y a une équipe d'intervention qui arrive pour... Moi, c'est clairement ce qui me fait le plus rire de tout le film. Et puis, du coup, t'as plein de scènes comme ça qui sont assez drôles. Il y a juste une chaussette qui est posée sur un monstre et du coup, il le rase complètement pour le désinfecter. Donc voilà, il y a une grande aventure autour de ça avec la petite fille. Grande aventure, en effet, parce qu'il y a un grand complot qui est en marche pour produire davantage d'énergie. L'idée, enlever les enfants et leur extirper des cris avec une machine infernale. Bon, personnellement, je trouve qu'ils se font un peu chier la bite. Moi, par exemple, ma fille, l'autre jour, elle m'a fait une crise parce que j'avais pas marché sur les bandes blanches au passage piéton. Donc, ça aurait pu récolter pas mal d'énergie. Ou alors, sinon, tu leur retires leur doudou et puis là, tu peux alimenter Las Vegas pendant une bonne année, je pense. Donc non, eux, ils ont décidé d'utiliser une machine infernale. Donc Sully et Bob vont découvrir ce que manigancent les monstrueux monstres méchants, donc dont je tairai le nom pour ne pas spoiler. Mais avant de pouvoir les bruiter, ils vont être mis au placard. Et oui, pour de vrai, ils vont vraiment dans un placard. Ils vont vraiment. Ils téléportent. Le lilol. Je crois qu'il attendait des rires là. Ah d'accord. Je me doutais que Elle est belle, putain. Merde, j'ai pas entendu la bonne blague. Ah non, mais c'est on rigolait ton truc en retard. Ah d'accord. Okay. C'est toi la blague. Merci. Au montage, on pourra recaler les rires. Oh non, on décalera le rire de 5 minutes. Que dalle. Il y a plus de montage d'ailleurs. On mettra des rires de sitcom, t'inquiète. Bref, du coup, j'ai assez perdu de temps, donc il va y avoir des grandes aventures. Je vais pas tout raconter, mais en gros, voilà, juste avec ce petit speech, il peut se passer plein de choses et ils vont rencontrer d'autres créatures. Donc pendant le film, on va avoir des références à d'autres monstres célèbres, donc l'abominable Homme des Neiges, Bigfoot, Nessie, Eric Zemmour, les Illuminati. Les Illuminati. Très bonne fan. Elle était bonne celle-là. Et donc voilà, plein de belles aventures. Donc, avant de vous donner mon avis, qui est, vous en douterez plutôt positif, parlons vite fait de la forme, parce qu'on est quand même, on est que au 4e film de Pixar, donc 2002, voilà, ça date un peu. Et malgré ça, là, je l'ai revu le film il y a pas longtemps, et je trouve qu'il a pas beaucoup vieilli. Malgré quelques petites textures un peu dégueu, j'ai comparé sur la suite qu'ils ont fait en 2013. J'ai fait en 2013, c'est super propre, c'est nickel. Là, c'est pas toujours bien propre, mais pour l'époque, c'était quand même assez impressionnant. Il y avait quand même quelques prouesses techniques, des effets de lumière que tu retrouvais pas dans les autres films de l'époque. Les fourrures. Et j'allais y venir. Juste avant, vite fait, il y a des séquences dans la neige qui sont assez incroyables pour l'époque. Et surtout, l'événement, c'était la fourrure, les poils de la créature principale, qui était vraiment assez incroyable pour l'époque. Donc voilà, c'est un film qui a longtemps figuré parmi mes préférés des Pixar, parce qu'on ne s'ennuie pas une seconde. C'est drôle pour les enfants comme pour les adultes. Beaucoup de gags visuels et des dialogues poilants. Au passage, la VF est excellente. Je l'avais vu en VO à l'époque, là je me le suis rematé en VF et franchement, il y a rien à redire. De l'action très rythmée avec une mise en scène au poil, particulièrement la scène de poursuite à travers les portes. Je sais pas si vous l'avez tous vu ou c'est une scène qui est assez mythique, c'est super bien rythmé, c'est plein de bonnes idées, donc voilà, c'est génial.
Et puis de l'émotion aussi, sans être trop triste, sans tomber dans le mélodrame, comme on a pu voir dans beaucoup de Disney, où il y a toujours un parent qui meurt, il y a des morts, c'est triste. Là, non, c'est plutôt de l'émotion qui peut paraître un poil gnangnan, mais finalement, non, ça passe. Et puis il n'y a pas que de l'émotion, il y a plein d'autres choses à raconter derrière. Et avec ça aussi, on a des personnages qui sont super bien construits, qui sont attachants et charismatiques. Donc on a Sully, le monstre poilu et cornu. On a Bob, le petit cyclope sphérique qui se balade complètement à poil, comme la plupart des monstres. On a Boo, la fillette d'environ 2 ans, poil aux dents. Ouais, en fait, depuis tout à l'heure, je dis poil sans arrêt exprès pour voir. Vous avez remarqué. Si, c'est vrai. Et les amoureux de la langue française se délectent. Hein, là, je pense que l'Académie française va te contacter avant la fin de l'épisode. Ah oui. En vrai, voilà, il y a des personnages qui sont géniaux. Moi, j'aime beaucoup Germaine. Avec sa petite voix, elle est souvent dire « Je vous ai à l'œil, Razowski. Je vous ai toujours à l'œil. » Il vient de me péter les oreilles, quoi. J'étais pas prêt. C'était pas ma guerre. Il fait des essais sur nous pour savoir s'il peut lâcher son taf et se lancer dans la voix off. Mais du coup, continue ton taf un peu encore. C'est nickel. Donc voilà, et surtout, comme dans tous les Pixar, il y a cette fameuse double lecture. Car non seulement ce film est divertissant, drôle, riche, réfléchi, donc il convient à toute la famille, mais il a aussi cet aspect d'avoir plusieurs niveaux de lecture. Donc on peut réfléchir comme on veut, hein. On peut y voir un parallèle avec notre monde, parce qu'au final on y dépeint un milieu concurrentiel, d'une entreprise menacée de fermeture face à la pénurie de ressources, où du coup tous les coups deviennent permis pour sauver l'affaire. Après, faut pas oublier que c'est aussi un film pour enfants, donc du coup, on va les faire s'interroger sur les apparences et la peur de l'autre. Est-ce qu'elle est toujours justifiée? Et ceux qu'on considère parfois mauvais sont-ils tout simplement incompris, inconnus? Enfin voilà, ça permet de poser des questions aussi aux enfants. Et ça, pour certains adultes, ça pourrait être pas mal aussi de se poser ces questions. Et puis vers la fin, on commence à se demander, est-ce que les monstres, ce ne seraient pas tout simplement nous? Les enfants s'attachent aux monstres que nous sommes malgré nos défauts. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture. Moi, c'est un niveau que j'ai vu. Il y en a peut-être sûrement d'autres que j'ai pu rater. Souvent dans les Pixar, c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, pour un film d'1h20, je trouvais que c'était assez remarquable. Je pense qu'il aurait mérité le premier Oscar du meilleur film d'animation de l'histoire. Mais cette année, c'est un autre gros monstre vert qui a décroché la timbale. Oh non. Shrek. Putain de Shrek. C'est bien aussi Shrek. Ouais, c'est bien, mais dans son genre, c'était révolutionnaire aussi. Pour le coup, Monstres et compagnie, moi je sais que j'adore aussi. Je suis hermétique. Je trouve que la partie, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit que les monstres en fait ils sont plutôt gentils. Sully, on voit très bien que c'est quand même un ours, il est tout gentil, mignon, qu'en fait, en vrai. Alors qu'on utilise les peurs. Et en fait, derrière aussi, c'est intéressant de voir que pour les monstres, les humains sont des monstres, en fait, du coup, la peur qu'ils ont. Donc, du coup, t'as vraiment dans les deux sens, on est un peu le monstre. On est tous le monstre de quelqu'un, un peu, ça fait un peu ça, quoi. Ça fait un peu ça. Derrière. Puis ouais, voilà, t'as des monstres qui vont être méchants, mais du coup, qui finalement ont le cœur tendre. Et puis, d'autres monstres qui ont l'air d'être bienveillants. Et en fait, il s'avère que voilà, ça va être les méchants de l'histoire. Donc non, c'est bien construit, surtout encore plus pour un gamin d'avoir ce genre de surprise. Quand je vois ma fille qui regarde beaucoup La Patte Patrouille, je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de surprises dans la construction des personnages, c'est un petit peu tout le temps pareil, quoi. Je pense que le jour où je vais lui montrer ça, elle va être surprise, quoi. Elle va réaliser que waouh, putain, en fait, il peut y avoir un méchant gentil et inversement, quoi. Mais bon, après, ils sont bien rattrapés sur les Oscars. Pixar, ils en ont eu 10 depuis. Oui, bah tu m'étonnes. Moi, c'est encore une fois un truc que j'ai découvert sur le tard, parce que je pense que je l'ai vu pour la première fois il y a 2 ans. Je l'ai dû le voir il y a 2 ans pour la première fois. Et quand je vois l'effet que ça a eu sur moi, adulte, je me dis que ado, parce que oui, il serait sorti à la fin de mon adolescence, au début de mon adolescence, j'aurais adoré, c'est sûr. Bah, il est vraiment hyper drôle, ce film. Merci beaucoup, monsieur Pépé. Merci bien. Alors, tu vas passer ton tour maintenant et on va laisser la parole à celui qui habituellement nous accueille, Mollusque. Et donc, t'as pas l'air enjoué de me donner la parole. Vous irez rejoindre le reste du peloton pour vous faire exécuter. Je peux te la faire en mode Pokémon cocaïné si tu veux, mais non, ça me va. Non, mais il y a une différence entre cocaïné et ce que t'as fait quand même. Il y a un middle, hein. C'est moyen. Bon,
Du coup, je vais démarrer. Donc, je vais faire ma chronique sur Undertale. Hein. Charlie, on a parlé un tout petit peu tout à l'heure pendant le quiz. Donc, Undertale, c'est un jeu qui a été développé par Toby Fox, édité par Toby Fox, dirigé par Toby Fox, avec une musique composée par Toby Fox. Donc, autant dire que le mec se prend pour Hideo Kojima, quoi. C'est un jeu du style jeu de rôle en pixel art. Ça reste très linéaire, hein, c'est pas du monde ouvert, qui est sorti en septembre 2018. Alors, je vais vous faire un tout petit pitch de l'histoire sans trop vous en dire. Évidemment, c'est plutôt l'introduction du jeu en fait que je vais vous raconter. Donc, Undertale prend place dans l'Underground. C'est un monde souterrain dans lequel ont été reclus les monstres après qu'une grande guerre a éclaté entre les humains et les monstres, alors que les deux peuples vivaient en paix à la surface il y a fort longtemps. Et nous y incarnons un petit humain qui est tombé un petit peu par accident dans l'Underground. Et donc, du coup, nous allons devoir traverser tout ce monde souterrain afin d'en sortir pour regagner notre chez nous. Affrontant par la même occasion un bestiaire de monstres très variés. Donc, on a un cheval à la queue de poisson, on a une femme poisson, on a des squelettes, on a tout un vrai bestiaire qui est assez bien construit. Hein. Je sais pas combien de monstres il y a. Est-ce qu'il y a une femme à barbe dans le... Non, mais il y a autre chose d'intéressant sur les... Toi et tes passions cheloues. Donc ça, c'est pour le pitch principal. Après, il y a toute une histoire qui va se développer autour de notre personnage et des personnages qu'on va rencontrer au fur et à mesure, mais que je vais pas révéler beaucoup plus que ça. En termes de mécanique du jeu, on a 3 choix qui vont s'offrir aux joueurs. Quand on tombe sur un monstre, en fait, on tombe sur des monstres aléatoirement. On a le choix soit d'affronter les monstres en les tuant, ce qui va amorcer une phase de combat en tour par tour et qui va inclure des phases de shmup. C'est assez dynamique et parfois assez dur d'ailleurs. Prendre la fuite, on a le droit de prendre la fuite. Ou alors se lier d'amitié avec tous les monstres qui viennent se confronter à nous en dialoguant avec eux. Donc là, la mécanique de jeu va changer. Et ce qui va être intéressant, c'est de déterminer la bonne succession de phrases qui va permettre le déblocage d'une option de clémence. Donc en gros, épargner le monstre et se lier d'amitié avec lui. Donc, c'est des choix que tu peux faire tout au long du jeu. Tu auras toujours ces 3 choix. Ouais, tu les as en permanence. Tu peux même fuir pendant toute ta partie ou... Tu pourrais fuir pendant toute ta partie, c'est évidemment l'option la moins intéressante. Oui, c'est sûr. C'est soit le dialogue, soit le combat qui sont vraiment chouettes. Sachant qu'en plus, le jeu va te pousser a priori à affronter les monstres, parce que c'est la seule façon qui va te permettre de faire monter les indicateurs qui sont propres au jeu de rôle en fait. Donc il y a le XP et le LV. Je le prononce comme ça, mais vous allez comprendre pourquoi. Il y a un sens. Ça, c'était pour la mécanique du jeu, mais en termes de stratégie globale, on a également 3 choix qui vont s'offrir. On a la fin dite neutre. Je vais pas l'expliciter parce que vous allez comprendre par la suite. La fin dite génocide, qui va consister à éliminer l'intégralité des monstres de chaque zone, pas l'intégralité des monstres qu'on croise, mais de chaque zone. Donc ça veut dire vraiment aller les poursuivre et essayer de déclencher tous les combats possibles, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de monstres qui pop. Et quand on amorce cette phase de génocide, il va y avoir une musique super glauque qui va s'amorcer. Il va y avoir aussi un changement dans les comportements des PNJ, à savoir par exemple qu'ils vont commencer à te fuir complètement. Quand tu vas dans une boutique... Des personnages non-joueurs, tu veux dire? Pour les gens qui connaissent pas. Des personnages non-joueurs, donc oui. Par exemple dans les boutiques aussi, quand tu vas dans la boutique, plutôt que d'avoir un personnage en face de toi qui va te vendre ses produits, il va carrément avoir fui en laissant juste un mot de supplication pour te demander d'épargner sa famille. Donc toi, tu peux piller la boutique à loisir pour le coup. Et du coup, la dernière fin, qui est la fin, donc l'autre fin qui est la fin pacifiste et qui va se consister à se lier d'amitié avec l'intégralité des monstres du jeu. À noter que pour moi, le jeu récompense quand même la gentillesse, puisque avant l'affrontement final, ça te fait marrer? Oui. Non, en fait, je vois la tronche d'Angelo et je sais que ça doit le saouler que ça soit la fin préférée du jeu parce que c'est pas du tout celle qu'il choisirait. Ouais, j'ai rien dit. En fait, toutes les fins sont intéressantes, mais voilà. Pour moi, celle-ci est plus satisfaisante. Dans le sens où en fait avant l'affrontement final on va apprendre ce que sont le XP, c'est-à-dire les execution points, et le LV qui est le level of violence, donc en bon français le degré de violence si tu préfères. Et donc du coup tu vas avoir affaire à un jugement à ce moment-là. Si tu as buté tout le monde, je peux te dire que tu vas en chier. Tu vas vraiment en chier. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on adopte la voie pacifiste, on est souvent gratifié d'un dialogue qu'on n'aurait pas eu, et surtout d'une fin qui est vraiment beaucoup plus cool, quoi. Pour illustrer ce truc-là, j'ai pris l'exemple des 2 gardes royaux que je trouvais assez édifiant. Quand on est en mode génocide, on va juste les buter. Quand on est en mode pacifiste,
En gros, il va falloir trouver la bonne succession d'actions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en gros, les actions réalisées sont 1. Nettoyer l'armure d'un des 2 gardes qui sont en face de vous en la frottant. Ça va faire chauffer l'armure. Ce garde-là va retirer son armure, son plastron, parce qu'il aura chauffé. Donc, ça provoque un émoi du second garde qui voit le torse nu de l'autre. Il dit, oh putain, il commence à rougir et tout. Donc, toi, tu vas lui murmurer à l'oreille d'avouer, d'être franc avec ses sentiments. Et du coup, ça va débloquer l'option de clémence. Tu les épargnes et là, ils se barrent ensemble. Ils s'avouent leurs sentiments et vont bouffer une glace ensemble, quoi. Donc, ok. Voilà. Ouais, moi, je trouve ça vraiment très intelligent. C'est malin. D'amener des éléments de scénario, quoi. Donc, pour faire un petit peu un résumé de mes impressions, une conclusion sur le jeu, moi, Undertale, c'est un jeu qui a bénéficié de beaucoup de soins dans sa conception, que ce soit en termes de scénario, de mécanique de jeu. Désolé Pépé, mais pour moi, on n'est pas dans un Last of Us, The Last of Us, où le scénario est vraiment cool, mais les mécaniques de jeu sont un peu... Bon, pour le coup, The Last of Us, c'est un génocide, quoi. Là, t'as pas d'autre choix, là. En plus, le chara-design, la musique, l'humour, tout, et même il y a un petit peu de tolérance parce que du coup on a des personnages lesbiens dedans, donc moi ça m'a un peu fait marrer. Et puis c'est pas forcément partisan parce qu'on n'est pas dans The Last of Us. Ouais, c'est vrai que ça a l'air assez open comme jeu en termes d'état d'esprit. Ouais, non, c'est vraiment très très cool et je sais pas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette façon de donner beaucoup de choses aux joueurs. Ça donne une bonne rejouabilité au jeu. Hein. Et du coup, si tu te rates, par exemple, tu es face aux 2 gardes là de tout à l'heure et tu fais pas les bons choix, du coup, c'est foutu pour avoir la meilleure fin ou tu peux encore te rattraper ou alors, en arrière. Ça dépend. Moi, j'en avais parlé à Charlie de ce truc-là. Il y a une fois où je m'étais foiré sur ma fin pacifiste. Parce qu'à un moment donné, tu es poursuivi par le premier garde du royaume souterrain, donc qui est la femme poisson dont je parlais tout à l'heure, qui est d'ailleurs une des 2 lesbiennes en fait. Et du coup, elle te poursuit en permanence. Toi, tu es en train de fuir. Et à un moment donné, tu vas traverser un environnement de lave. Sauf qu'elle, c'est une femme poisson, donc elle en peut plus, quoi. Et tu vois, tu passes devant une fontaine, mais tu te casses parce que tu flippes, quoi. Et en fait, la stratégie, c'était d'aller chercher un verre d'eau et d'aller lui donner au moment où elle est en train de s'effondrer, quoi. Et ça, j'avais foiré ma fin pacifiste à cause de ça. Donc il y a des petits trucs comme ça, quoi. Mais en vrai, le jeu est très... donc c'est pas une fin. Finalement, c'est la fin la plus difficile à avoir, peut-être la fin pacifiste. Parce que ça implique de faire les bons choix, même à des moments où le jeu essaye de te piéger, quoi. Ça se joue dans les détails, quoi. Enfin, en fait, la fin pacifiste... Après, buter tout le monde, c'est pas compliqué, tu butes tout le monde. Tu te fais plaisir, en plus. Mais alors, et c'est peut-être pour ça que c'est plus gratifiant aussi, c'est que c'est peut-être plus facile. Je l'ai pas fait, un jeu. La fin génocide, elle est compliquée dans le sens où t'as un combat final que t'as pas normalement. En gros, il y a le personnage de Sans qui est un des squelettes qui est censé être ton pote dès le début dans le jeu. C'est lui qui va établir le jugement du level of violence dont tu as fait preuve pendant le jeu, quoi. Et en fait, lui, c'est un glandeur invétéré. Sauf que là, tu as buté son frère, tu as buté tous ses amis, quoi. Donc, il te défonce. Et c'est vraiment le combat le plus difficile du jeu, quoi. Enfin, mais tu vois, du coup, c'est 2 modes de jeu différents, en fait. Faut les voir comme 2 modes de jeu différents. C'est combien d'heures de jeu pour une partie, je te dirais bien 5 heures. D'accord. Oui, donc si tu te rates. Mais en gros, moi j'ai 50 heures sur ce jeu parce que je l'aime trop et que du coup à chaque fois ça m'est arrivé une fois de foirer une fin, donc je l'ai refait. Et puis je l'ai refait aussi pour la chronique là. Et je suis très content. Ouais, tu m'étonnes, ce que j'allais dire. Moi, je l'avais essayé, j'avais opté pour la technique de la fuite. J'avais fui mon canapé et ma manette. J'avais pas accroché, mais parce que en fait, en anglais, il y avait plein de mots que je comprenais pas en fait. Et justement, je voulais en parler. Parce que sur PS4, je crois pas qu'il ait été traduit depuis. Alors, à l'époque, il n'y avait pas, et là, c'était une grosse barrière, quoi, parce que t'as beaucoup de mots un peu particuliers. Et vu que si tu veux être pacifiste, il faut quand même bien réfléchir à ce que tu vas faire. Si tu comprends pas, c'est un peu chaud, quoi. Ouais, puis c'est dommage de pas pouvoir profiter des dialogues, mais je crois pas qu'il y ait de traduction officielle, malheureusement. C'était un point que je voulais aborder justement, c'était la communauté qui est autour du jeu, qui s'est montée autour de ce truc-là. En gros, ça a vraiment cristallisé une grosse communauté, donc notamment qui a réalisé des traductions gratuites du jeu. Donc, faut un peu bidouiller les fichiers, mais au moins c'est là, quoi. Ça existe.
Il y a des mecs qui ont fait des cartoons de fans qui tournent notamment autour du personnage de Sans, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, un des squelettes, qui est le boss le plus vénère. On a pas mal de cosplay aussi en convention. Et si ça vous intéresse, il y a un putain de concert philharmonique qui a été enregistré au Japon pour les 5 ans du jeu. Et c'est juste mortel, quoi. Donc je mettrai, je l'ai déjà mis dans les sources, là, Charlie, c'est comme ça tu pourras le mettre. Et c'est vraiment magnifique parce que la musique, elle défonce, quoi. Ça sera dans la description, du coup. Et mais t'as un vinyle d'ailleurs de. Eh bah oui, je l'ai à côté de moi là. Donc voilà, puis vous verrez peut-être pas très bien, mais à l'intérieur du vinyle, il y a un aperçu de tous les personnages. Enfin, tous les monstres et tout. Cool. Il est pas mal, il est beau. Ouais. Beau. Ouais. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, sauf si vous avez des questions, messieurs. Bah vas-y, Pedro. Pardon, une très technique, parce que un truc dont on parle pas souvent, toi tu joues sur PC, ça nécessite quelle configuration pour les gens qui nous écoutent qui voudraient jouer? Ça tourne sur un grippin. D'accord, donc n'importe quel petit ordinateur. C'est du pixel art. Donc, même avec quelques années, fait tourner ça. Très bien. En fait, le jeu s'est positionné de façon ambitieuse sur tout ce qui va être scénario. Dans une moindre mesure, le gameplay, mais le gameplay pour moi reste très bon. Il y a des phases de shmup qui peuvent être très jouissives parce que très compliquées et quand tu y arrives, t'es content. Voilà. Et non, sinon, le jeu tourne très bien sur un PC. Ça n'a pas besoin d'être surboosté, quoi. Très bien, merci beaucoup. Tu avais une question, pardon, Jérémy. Non, ça revenait un petit peu à ce que tu demandais. Moi, dans mes souvenirs, c'était limite niveau NES, les graphismes. Peut-être un peu plus de couleurs, mais c'est vraiment très très. Même sur Super NES, les jeux étaient plus jolis. Après, là, c'est voulu, c'est pas des contraintes techniques, mais. Est-ce que ça peut pas être un peu rebutant un jeu qui ressemble à un vieux jeunesse C'est du design un peu grossier peut-être. Moi c'est quelque chose que j'affectionne, donc évidemment ça marche sur moi. Je pourrais comprendre que quelqu'un ne puisse pas aimer, surtout quand tu sors d'un Limbo ou d'un truc comme ça qui est un peu plus travaillé, même en termes de lumière, quoi. D'ailleurs je me souviens plus, les musiques c'est du 8 bits aussi ou c'est là pour le coup c'est de la vraie musique j'ai l'impression que c'est un truc hybride parce que ça veut se rapprocher du 8 bits, mais il y a quand même vachement plus d'organique que ça, quoi. Donc je pense qu'il a opté pour une solution hybride. Et une dernière petite question, là, parce que moi, c'est le genre de jeu avec un concept un peu pixelisé comme ça qui peut m'intéresser, mais si c'est pas très très long, ça dure combien de temps en gros? Est-ce que je te disais, une partie, t'en as pour 5-6 heures? Il a rien écouté, Pedro. Il a rien suivi. Non. Pour finir le jeu de façon complète, c'est-à-dire avoir les 3 fins. Si tu veux vraiment le poncer. 3 x 5. Bah ouais, tu fais 3 x 5. Alors. Non, mais Molly va pas être d'accord s'il a passé 50 heures. Non, mais c'est qu'en fait, il y a véritablement 5 fins. Pour être très chiant. Ouais. En fait, t'as la fin pacifiste, t'as la fin génocide, tu as la fin neutre, tu as la fin pacifiste post-génocide qui va te rapporter encore une autre fin. En gros, le jeu va garder en mémoire les fins que tu as déjà acquises. D'accord. Et donc, quand tu refais une pacifiste après avoir fait une génocide, tu vas avoir une autre fin. Et quand tu refais une pacifiste après avoir fait une génocide, tu vas avoir encore une autre fin. Donc, ça t'en fait 5 en tout, quoi. Merci beaucoup. Vous voyez quelle était bien ma question, bande de cons. Non, ça change rien. Hein. Si tu fais toujours 5 x 5. Hein. Oui, mais ça, tu le savais pas avant que je pose la question. Ah oui, mais ça, c'est Molus qui nous a pas tout bien expliqué. C'est pas faux. Bien. Angelo, après avoir vulgarisé de façon brillante le langage sous Tolkien il y a quelques semaines, quelques mois, tu as décidé de t'attaquer, encore une fois, à un espèce de monument. De quoi donc vas-tu nous parler ? Un jour je serai le meilleur dresseur, je me dresseur et puis je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, les traquant avec espoir, les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Voilà. On va sûrement... C'est tellement frustrant de s'arrêter là et de pas faire le. Bon, allez, on fait le poker rap. J'ai rien. Petit connard, Lipoutou. Bon, bref. Non, mais sans déconner. Là, on s'attaque. Tu parles de quoi, là? Un jour je serai. Non.
aujourd'hui, on s'attaque à un truc qui m'est aussi, aussi cher, non, mais qui m'est très personnel, en fait, comme la chronique que j'avais fait sur Blood Meridian dans le western, parce que moi, c'est un renvoi direct à l'enfance. Donc oui, je vais vous parler de Pokémon. Tu l'as dit toi-même, c'est un monument de la culture, mais je vais venir sur les chiffres seulement à la fin de la chronique, parce que Pokémon en soi-même, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire en termes de chiffres. Je vais vous expliquer ça en 4 parties. Je vais vous faire une référence à l'enfance, parce que Pokémon, c'est vraiment l'enfance d'abord. Je vais vous expliquer brièvement l'histoire de Pokémon. Je vais vous expliquer le contexte, comment Pokémon est écrit, parce que c'est presque par accident que ça existait les Pokémon, et c'est ça qui est extraordinaire. Et puis très brièvement, et pas très exhaustivement, mais pourquoi grosso modo ça a marché, pourquoi c'est devenu ce truc monstrueux que c'est aujourd'hui. Donc voilà, l'enfance, Pokémon pour moi c'est d'abord l'été. C'est la chaleur, le soleil qui écrase, le barouf des criquets derrière, le jardin, les shorts, les genoux écorchés, t'es sous un arbre, t'es dehors, tu cherches l'ombre, et comme t'es sur une Game Boy, tu cherches le plus d'obscurité possible pour espérer discerner les pixels noirs sur un fond vert kaki. Si vous avez eu des Game Boy, vous savez de quoi je parle. Vous avez en principe 4 piles en rab dans votre poche, au cas où. Vous avez la Vierson bleue, une cartouche qui est toute bleue avec un Tortank dessus. Vous avez des gangs de gamins dans les rues qui sont assis sur le caniveau. Vous avez des copains d'école que vous pouvez reconnaître. Vous avez des fesses posées le long des trottoirs et vous avez vos yeux rivés sur votre équipe de Pokémon. Quand vous êtes enfant, ça c'est un rêve, c'est un monde imaginaire que vous avez qui se construit dans votre tête. C'est le remède anti-solitude ultime. Quand vous êtes gamin, et pour le gosse que je fus, Pokémon c'est Sacha avec son Pikachu sur l'épaule qui font la couverture des magazines People des ménagères à la caisse du supermarché. Ça on l'avait jamais vu avant, on l'aura jamais vu depuis. C'est la une à la télé, c'est au journal de 20h, c'est dans les journaux, les magazines, les chroniques, les espaces des adultes qui essayent de comprendre pourquoi un phénomène d'une telle ampleur. Bon bref, l'histoire Pokémon c'est simple. T'es un gamin, t'es au milieu de nulle part. T'es dans un village, t'es dans un patelin perdu. Y a un professeur dans ses recherches qui pense à toi, qui t'envoie une invitation dans son laboratoire pour te confier quelque chose. Donc vient le choix, t'as 3 Pokéballs. Chacune contient un Pokémon. Une créature imaginaire, un mélange d'animaux réels ou mythologiques avec des pouvoirs élémentaires. Donc l'eau, le feu, etc. Qui sont extraordinaires. Des créatures que toi, en tant qu'enfant, tu apprivoises, qui n'appartiennent et ne répondent qu'à toi, leur maître. C'est quelque chose qui est grisant. Le seul mot d'ordre, en plus, derrière, c'est de parcourir le monde. Donc ton seul mot d'ordre, c'est d'explorer, de rencontrer, de capturer, d'apprivoiser d'autres Pokémon et de devenir le maître, avec un grand M, le plus grand dresseur du pays, en vaquant tous les autres dans les combat en faisant évoluer tes Pokémon. Le contexte brièvement, c'est Satoshi Tajiri qui l'a avec son pote Ken Sugimari qui dessinera les 151 premiers Pokémon. Donc en fait, c'est 2 Japonais qui, adolescents, tenaient un fanzine de jeux vidéo de 80 à 86 et ce fanzine, ils l'ont appelé Game Freak, qui deviendra plus tard le nom de leur futur studio de développement, en 89 d'ailleurs. Quand Satoshi, en fait, il a découvert le câble Link en 1990 qui permettait de relier, vous savez, 2 Game Boy entre elles, et ben il a eu une idée qu'il l'a renvoyée à sa propre enfance, comme un rappel, une manette de Proust. Lui, sa passion quand il était gamin, c'était de collectionner des insectes. Donc il s'est dit, pourquoi on n'en ferait pas un jeu dans lequel les joueurs pourraient les collectionner et ensuite se les échanger via ce câble. Donc le type, sans le savoir, il vient d'avoir une idée qui lui rapportera... aujourd'hui, en fait, on sait toujours pas combien ça lui a rapporté. On estime que c'est un des mecs les plus riches du Japon, donc accessoirement les plus riches du monde. Je pense que lui non plus n'est même pas conscient de la fortune que ça lui a rapporté. Donc il proposera son idée à Nintendo, qui sera direct accroché, et dont un certain Shigeru Miyamoto, entre parenthèses le papa de Mario, Link, Zelda, Donkey Kong, enfin bref, voilà, sera personnellement investi dans le projet. Donc on passera par Shigeru de l'idée d'insectes à des créatures élémentaires. Donc c'est lui en fait qui va avoir l'idée d'avoir des Pokémon feu, des Pokémon eau, etc. Donc il faudra 6 ans pour développer le jeu. La boîte elle manque de faire faillite parce que c'était une toute petite boîte. Les mecs travaillaient sur du vide. Les développeurs ils étaient pas payés. Bon bref, je vous passe les détails. Quand Pokémon sort en 96 au Japon, c'est pas du tout un succès. Donc Nintendo il s'y attend parce que à cette époque la Game Boy elle est en fin de vie. Eux ils sont déjà tournés vers autre chose. Donc voilà, c'était une sorte de jeu de fin de cycle. Mais là où ça commence à titiller en fait, c'est que les ventes elles grimpent très progressivement, lentement mais progressivement en fait. Et elles grimpent en fait par effet de bouche à oreille. Et ça pourquoi ? Parce que les gars, bordel, c'est le câble Link échanger, partager des Pokémon, se battre en fait. Les joueurs ils à cette époque déjà communiquaient entre eux vis-à-vis de ça. Donc les ventes elles commencent à percer au Japon et puis quand elles percent au Japon, Nintendo envisage d'exporter et là je vous fais pas la suite, ça devient un cataclysme. Bon, donc pourquoi ça marche ? Le câble Link, je l'ai très peu utilisé quoi. Je l'ai vraiment joué un peu en alone tout seul
le Pokémon d'origine, mais pas trop avec le câble Link. Pareil, moi la plupart du temps c'était en solo. Pourquoi ça marchait sur moi gamin alors déjà si ça marche toujours sur moi, mais ça c'est plus par effet de nostalgie. À l'époque c'était la même chose pour tous les gosses, l'affection d'avoir des créatures qui n'appartenaient qu'à toi, que tu pouvais entraîner, qui avaient des attaques et des pouvoirs extraordinaires. Tu pouvais te réaliser en tant qu'enfant, enfin tu pouvais accomplir quelque chose dans le monde imaginaire qui était Pokémon, mais tu pouvais accomplir quelque chose dans ce monde en tant qu'enfant. Et c'était un réel échappatoire. Tu pouvais fantasmer ce monde en fait, qui était merveilleux, et ça l'est toujours, même si aujourd'hui ça a 25 ans et 25 ans, putain, enfin quand on voit le succès que c'est toujours Pokémon aujourd'hui, c'est juste mais oui, c'est pas prêt de s'arrêter, enfin c'est juste incroyable. Et pour moi, donc j'en reviens à la chose de base, Pokémon c'est l'enfance, et ça sera toujours l'enfance, voilà. Et t'as un Mollusque qui est en train de serrer son Pikachu. Non, son gros Pikachu. Son gros Pikachu, c'est un bon gros Pikachu qui a déteint d'ailleurs. Et il fait quoi, il est nourri lui, mais. Ouais. Alors, bon, je parle très vite parce que bon, c'était quand même important de vous parler des chiffres. C'est dur d'imaginer Pokémon en termes de chiffres, mais je vous en donne quelques-uns. Donc déjà, oubliez Disney, oubliez Star Wars, oubliez Marvel, oubliez HP. Tout ça, HP, Harry Potter, tout ça, c'est de la pisse de chat. Ici, on s'attaque au mastodonte ultime de la pop culture, la licence produit culturel le plus imposant de l'histoire. Pokémon en chiffres, c'est plus et je ne vous parle, rappelez-vous, que depuis 1996. Hein. Disney, c'est 1928, Star Wars, c'est 77, etc. Plus de 100 milliards de dollars de revenus depuis 96. Disney en est à peu près à 80 milliards, Star Wars à moins de 70, etc. Pokémon, c'est la deuxième licence de jeux vidéo la plus vendue au monde derrière Mario, plus de 368 millions de copies vendues. Pokémon Go, c'est plus de 1 milliard de téléchargements depuis que ça existe. Pokémon Go, je vous rappelle que ça existe depuis quoi ? Les 5 ans peut-être à tout casser, donc c'est là que vous voyez que Pokémon s'est totalement pérennisé. Enfin, c'est un truc qui n'est plus rien à voir avec de l'ordre de la mode. L'adaptation animée aujourd'hui en 2021, c'est 23 saisons. Donc ça représente alors environ, j'ai fait les comptes moi-même mais je suis pas à ça près, voilà, 1140 épisodes distribués dans 169 pays. Donc je vous laisse imaginer les traductions dans toutes ces putains de langues. Donc voilà, c'est juste incroyable. Pokémon en 2021, c'est la marque de jouets la plus vendue au monde. C'est la marque de cartes la plus vendue au monde, avec plus de 30,4 milliards de cartes vendues. La série principale de vidéo, ça représente 32 titres. Je vous passe tous les spin-offs. Tout le reste, ça représente 8 générations de Pokémon pour 898 Pokémon au total aujourd'hui en 2021. Putain. Pokémon en 2016, pour ses 20 ans, qu'est-ce qu'ils se font ? Bon, ils s'autorisent un petit spot spécial de plus de 30 secondes pendant la mi-temps du Super Bowl, et pas n'importe quel Super Bowl, les 50 ans du Super Bowl, juste pour la réédition des versions rouges, jaunes et bleues sur le Nintendo Store, quand c'était la Nintendo 3DS. Je vous passe toute la psychanalyse, enfin vraiment le fond du pourquoi. Alors, il y a des enfants, si vous vous souvenez, des faits divers, qui se jetaient du balcon parce qu'ils se prenaient pour des roucoules, enfin tous ces conneries. Et, il est impossible en moins de 10 minutes d'évaluer, de rendre compte dans une si petite chronique l'impact culturel et le poids de Pokémon et de son imagerie sur les gens et les enfants de la culture populaire en général depuis 1996. Je finirai juste par Digimon, donc on en a parlé au début, en 96, qui était le premier gros rip-off dégueulasse. Il y a eu plein de jeux vidéo, il y a eu Jet Cocoon qui était un essai des studios Ghibli dans le jeu vidéo de faire la même chose où il fallait collectionner et faire se battre des monstres, mais Pokémon est resté le mastodonte dans cette catégorie, et Nintendo, jamais ils auraient cru avoir autant d'or dans les mains. Pokémon à lui tout seul pérennise tout Nintendo en fait, et n'oubliez pas que Pokémon n'est que la deuxième meilleure licence de Nintendo, donc ça vous donne son poids dans l'industrie. Voilà. Merci beaucoup. Putain, il a une grosse peine sur le front là. On sent qu'il y a eu du débile. Vu qu'il y a eu la masse à tir, de toute façon. Il est passé, il est à 11 minutes, il est bien, il a réussi à... Ah putain, fallait que je respire là. On sent qu'il pourrait en parler pendant encore une heure. Je vous ai tellement rien dit. Enfin, ouais. C'est un phénomène quand même. Je touche plus trop à Pokémon. Enfin, en vrai, j'y joue plus spécialement, mais oui, une grosse nostalgie sur l'animé et sur le jeu de Fisca. Mais c'est vrai que j'ai pas refait les derniers jeux. J'ai jamais joué aux cartes. En fait, les jeux sortis par Nintendo me tentent plus. Par contre, tu m'as reparlé de mode. Les hacks. En fait, c'est bien que Chacha, tu parles de l'animé parce que. L'animé de Pokémon, la deuxième saison, c'était les îles oranges qui n'existaient pas dans le jeu vidéo. Et Pokémon, ça fait partie des jeux les plus hackés. Donc, tu as la version, par exemple, Rouge Feu, qui était un remake de la version rouge qui était sur GBA, donc Game Boy Advance. Ils ont hacké le jeu pour en faire la version orange, où du coup, ça se passe sur les îles oranges. Et c'est génial, c'est trop bien. Et du coup, on est dans du pixel art typique Super NES, GBA, qui est pour moi le meilleur pixel art. Et c'est trop cool. Enfin...
J'ai toujours autant de plaisir d'y jouer. Et il y en avait aussi d'autres hacks où à chaque fois qu'un Pokémon mourait, par contre, tu pouvais pas les soigner. Il y avait des trucs très punitifs. Et même, je crois qu'il y en avait qui étaient même à la limite de l'horreur. L'ambiance était complètement changée. T'en avais un qui était un peu en mode Tchernobyl. Enfin, ça a été ultra accaparé juste en termes de hack Pokémon. Ouais, carrément. Si tu veux te lancer dans Pokémon, tu es obligé de commencer par les toutes premières versions ou tu peux prendre n'importe laquelle et. Tu peux prendre n'importe laquelle. Tu peux prendre récente. C'est un peu toujours la même chose, non? Le début est toujours le même. Tu étais un gamin dans un patelin perdu. Les seules versions qui ont vraiment été différentes, c'est la version noire et blanche, qui avait totalement relancé à l'époque parce que justement, ça remettait en question le concept même de Pokémon qui était de collecter des monstres. C'est-à-dire que tu commençais en tant que gamin, comme dans toutes les autres versions, donc tu es content de les collectionner, de les faire se battre. Et puis en fait, tu tombes sur une organisation qui est comme la Team Rocket, sauf que eux, c'est pas des méchants, mais en fait, c'est les gentils. Ils se disent, mais en fait, gamin, ce que tu fais, c'est dégueulasse. Enfin, tu captures des monstres, tu les fais se battre, etc. Et ce jeu, il était génial. Enfin, noir et blanche. T'avais pas accès aux autres Pokémon des générations précédentes. Enfin, c'était une sorte de reboot du truc et qui était vachement plus adulte. Et voilà, celui-là, alors tu vois, il y aurait deux départs. Tu peux prendre n'importe quelle version de Pokémon, mais si tu veux un truc un peu particulier, je commencerai par la version noir et blanche. Et ce que j'ai trouvé exceptionnel, moi, c'est la dernière version, le Pokémon Go. Enfin, là, pour le coup, même moi qui suis pas spécialement Pokémon, même si j'ai joué aux versions bleu et rouge gamin et vu un peu l'animé, je trouvais que pour le coup, c'était un truc qui relançait totalement la licence auprès d'une génération de gamins de 12 ans, 13 ans qui aurait pu passer à autre chose, quoi. Sachant que le gameplay, tu joues avec ton smartphone, t'es Sacha, en fait. Clairement, là, t'attrapes des Pokémon dans la IRL, quoi, tu vois, c'est... Mais le gameplay est pourri spécial, quand tu penses, parce que c'est juste ça pour les collectionner. Tu te fais un peu chier, par contre, quoi. Hein? Tu te fais un peu chier au bout d'un moment, quand même. Ouais, enfin, le gameplay est tout pourri par rapport au vrai jeu, mais n'empêche que le succès. Oui, bah, c'était un coup de com' incroyable, par contre, oui. Voilà. D'ailleurs, juste une dernière anecdote, la pub Pokémon qui était lors du Super Bowl, faut la regarder, les gars, on dirait une pub Nike. Et je pense que c'est fait exprès, en fait. C'est fait vraiment, comme une pub Nike, c'est des gamins dans les bas-fonds des rues, qui disent un jour j'y arriverai, moi aussi. Elle est trop bien. Et à la fin, ça finit dans un stade Pokémon, elle est juste trop bien. Bien, merci beaucoup Angelo. Et puisque ce soir on n'est pas à un monument près, Charlie, toi tu as décidé. Moi je suis un monument. Presque. Tu as décidé de t'attaquer à l'œuvre de J.K. Rowling, je crois. Alors par la petite porte. Ouais. Alors la porte de exactement. Moi je vais vous parler c'est qu'ils sont pas très bons. De l'œuvre Les Animaux Fantastiques, donc le 9e film dans l'univers Harry Potter. Donc le titre original qui est Fantastic Beasts and Where to Find Them. C'est un film de 2016 de 133 minutes. Le réalisateur, c'est intéressant, il faut le savoir, c'est David Yates. Ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui a fait les 4 derniers films Harry Potter. Donc il était déjà dans l'univers comme il faut. Et la scénariste, c'est non moins que l'autrice J.K. Rowling, qui est pour une fois scénariste, pour la première fois. Dans les autres, elle avait juste un droit de regard sur le scénar. Et vite fait, les 4 acteurs principaux, enfin les 5, Eddie Redmayne, Catherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol et Colin Farrell. L'origine... En fait, c'est Les Animaux Fantastiques, c'est un livre qui est présent dans les films Harry Potter et dans les livres, bien sûr, parce que c'est un livre qui est utilisé par les élèves à Poudlard. Et du coup, J.K. Rowling, elle a créé ce livre vraiment en papier, donc on peut l'acheter et tout, il est très très beau. Il aurait été écrit donc par un certain Norbert Dragono, donc qui est le personnage principal de notre film, et édité par les Obscurus Books. Tout le monde connaît Obscurus Books, bien sûr, évidemment. Oui. Et qu'est-ce que c'est que ce livre? En fait, ça présente en fait les différentes espèces d'animaux fantastiques dans des articles parfois illustrés. Donc la manière de s'en occuper ou de s'en débarrasser pour les dangereux, mais la plupart du temps ils sont pas spécialement dangereux. Leur niveau justement de dangerosité et leur lieu d'habitat naturel. Ça comporte une assez longue introduction exposant l'histoire de la classification des différents animaux fantastiques et les problèmes posés par leur existence par rapport au monde moldu, donc le monde des non-sorciers ou des non-mages comme on dit aux États-Unis dans le monde des Harry Potter. Les problèmes liés à la classification permettent également de comprendre les différences entre les animaux, les êtres et les esprits. Les gobelins ne sont pas considérés comme des animaux mais des êtres, donc on peut voir les petites différences. Et les fantômes, c'est des esprits tout simplement qu'on peut voir dans les Harry Potter. Alors c'est quoi la diff entre animal et être? Je crois qu'il y a une notion de pouvoir interagir avec nous en gros quoi. Ah oui, ok. Parce que les elfes de maison sont aussi considérés comme des êtres qu'on met en esclavage, mais c'est pas des animaux. Ah oui, donc en fait ils sont considérés comme j'avais pas conscience de ça dans les Harry Potter. En fait, on rend esclaves clairement des gens qu'on considérait. Ouais.
D'accord. Après, Ok, si t'avais lu C'est vraiment. ça le monde merveilleux de la sorcellerie. Ouais, si t'avais vraiment, en lisant les livres, t'as tout un truc, parce qu'on sait que la bouffe qui arrive au réfectoire, en fait, c'est des elfes de maison qu'on voit pas. Si, si. Ouais, exact. L'esclavagisme des elfes de maison à Poudlard. Donc, Exact, mais pour moi, c'était pas hurluberlu du tout. Je comprenais, mais pour moi, c'était catalogué quand même dans les créatures magiques. bah, Oui, créature mais magique, c'est général. Au sein des créatures magiques, tu vas avoir les monstres, les êtres, Ouais, les ouais, animaux, ouais, les êtres et les esprits. Et les êtres, en Ouais, gros, c'est d'accord. ceux qui ont conscience, quoi, ou qui peuvent établir du contact avec l'humain. Bah, en tout, excuse-moi pour la digression, en tout cas. Ah non, C'était- t'inquiète, et puis au moins c'est plus clair pour tout le monde. Synopsis du film, quand même, tout simplement. Donc on est à New York en 1926. On n'a pas exactement combien d'années c'est avant l'entrée d'Harry Potter, mais c'est environ 60 ans avant. C'est entre 60 et 70 ans. Il y a une force mystérieuse qui sème le chaos dans les rues de la ville. En fait, cette force, c'est un risque de dévoiler le monde des sorciers aux non-mages, comme ils appellent ça, et qu'on appelle les Moldus en Angleterre. Et en parallèle, on a le petit Norbert Dragono qui débarque à New York avec sa valise pleine d'animaux fantastiques. Et certains de ces animaux seront libérés par mégarde dans la ville, et les deux histoires vont se relier petit à petit. Je n'en dirai pas plus. Et donc, ce qui nous intéresse pour cet épisode, c'est les animaux surtout. Et il faut savoir, je vais vous donner les différentes classifications de ces animaux, parce qu'il y en a 5. Donc à chaque fois, c'est en nombre de croix. Donc une croix, c'est classifié comme un animal ennuyeux, tout simplement. C'est même pas gentil ou doux. C'est même pas gentil ou doux, c'est ennuyeux. On en a rien à foutre. 2 croix, c'est inoffensif, possibilité de domestication. 3 croix, c'est ne pose pas de problème à un sorcier compétent. 4 croix, c'est dangereux, exige une connaissance spécifique, maîtrise possible par un sorcier expérimenté. Et 5 croix, c'est tueur, impossible à dresser ou domestiquer. Donc dès que t'as un 5 croix, tu laisses tomber. Ok, je vais revenir sur l'ennuyeux, mais du coup, t'as quoi dedans, quoi, à part le lombric qui est pas forcément fantastique. Désolé, j'ai pas regardé en détail. Mais oui, non, mais je trouve ça juste drôle, juste la classification ennuyeux. Alors qu'après, c'est inoffensif et possibilité de domestication, c'est-à-dire qu'ennuyeux, t'as même pas envie de les domestiquer, quoi. C'est vraiment. C'est juste s'il est trop relou, quoi. Pourquoi ça existe, quoi? Ouais. Alors, il faut savoir que la plupart des animaux fantastiques ont été créés par notre autrice Rowling, J.K. Et donc, elle a une grosse imagination. Mais il y a quand même quelques créatures mythiques qui sont tirées d'autres mythologies. Par exemple, de la mythologie grecque avec le basilic, le centaure, le chien à 3 têtes ou les géants. Il y a en mythologie nordique avec le calmar géant ou les elfes. Là, je parle vraiment de créatures générales pour le coup, parce que les elfes sont dedans. Le folklore français avec le bicorne. Je ne connaissais pas avant, je savais pas le bicorne. Et oui, c'est dans Glouton et Dragon, c'est l'équivalent maléfique de la licorne. Non, ça se mange avec quoi, ça? Ah bah c'est lui qui te mange surtout. D'accord. On a du folklore arabe et perse avec des ghouls, folklore japonais avec le kappa. Des mythologies en général avec le dragon. Et il y en a aussi du folklore écossais, britannique, irlandais, médiéval. Et dans ces quelques créations qu'il y a pu y avoir, qu'on a vu dans Harry Potter, t'as l'épouvantard, le détraqueur, donc ça c'est vraiment créé par J.K. Rowling. Dans les animaux fantastiques, on a le démons et merveilles, le Bautruc, le Nifleur, il y en a plusieurs. Il y avait aussi le nom Sombral dans les Harry Potter. Putain, les trucs qui tirent les carrioles qu'on voit pas. Le Sombral, ça m'a oui. fait flipper. Du coup, ce que je comprends pas, c'est que le ce qu'elle a écrit à la base des animaux fantastiques, c'est plus un espèce de manuel, un guide. C'est un manuel qu'ils ont vraiment de Poudlard pour quand ils vont faire les cours sur les animaux magiques. C'est juste un livre qui liste un peu toutes les créatures. C'est ça, exactement. Après, l'histoire du film, là, c'est rajouté l'histoire. En fait, on parle de l'histoire de Norbert Dragono, celui qui a écrit ce livre, en fait. Ah ok, d'accord. Donc c'est rajouté. Et en fait, le livre moi qui après ça. pas. Ouais, j'allais te le dire, il suit pas le PP. Hein. Si, j'avais suivi, mais il y a quand même une distinction. Non, mais c'est celui qui a créé le livre. En fait, c'est un peu son histoire avant de la création du livre, en fait. Et justement, en fait, c'est ce que j'ai parlé de ce personnage qui est quand même très important. En général, c'est soit on l'aime, soit on le déteste, parce qu'il est un peu particulier. Donc en fait, ce personnage, j'ai marqué, il était naïf, généreux et empathique. Et en fait, c'est un fervent défenseur de la nature animale, mais aussi comme humaine, parce qu'il aide aussi beaucoup les humains, en fait, de façon logique, en tout cas naturelle pour lui, même s'il a plus de mal à socialiser avec les humains, contrairement à son talent naturel à comprendre les animaux. Et du coup, il a vraiment un esprit animal antispéciste. Ça, j'avoue que c'est juste quand il m'a lu le truc, je fais ouais, c'est un bon mot, ça marche vraiment bien. De mettre au même niveau les droits des animaux et des humains, en gros, dans l'idée. Et dans le film, en fait, il explique que son voyage, c'est pour faire une liste des animaux fantastiques qui peuvent exister, mais aussi dans le but de montrer que, parce que du coup, le personnage en face, il dit, ah oui, c'est pour savoir comment les buter. Non, moi, c'est justement pour qu'on sache qu'ils ne sont pas méchants, qu'en fait, ils sont juste incompris et qu'on est là pour les comprendre, en fait. C'est important de les comprendre parce qu'en fait, du fait qu'on les a compris,
la plupart ne sont pas si méchants que ça en fait. Il veut pas les mettre dans des arènes pour qu'ils combattent. Et voilà, ils sont pas comme dans Pokémon. Non, mais il a vraiment un esprit animal et le côté naïf, c'est que quand il parle à des humains, on voit il regarde jamais vraiment en face. Il regarde un peu sur le côté. Il a du mal, même si derrière, quand même, dès que n'importe quelle personne a un problème, il va quand même aller naturellement aider. Et on voit que son côté naïf aussi, c'est quand il se fait arrêter par le ministère américain. À un moment, quelqu'un lui dit, mais ce que vous avez là dans votre valise, c'est pour faire quoi? Il fait, bah, c'est juste pour les étudier. Ah ouais, bah, vous pourriez aller tuer des gens. Il fait, bah non, pourquoi je ferais ça? Enfin, tu vois, c'est genre, mais même lui, dans sa tête, il ne pense même pas. C'est pas une logique d'être méchant pour lui. Donc, je trouve qu'il a, bah, c'est vraiment son petit côté naïf qui ressort. Après, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'adore ce film quand même. En plus, je suis un gros Potterhead, comme on dit, donc j'adore cet univers. Et avoir un nouveau film à chaque fois là-dessus, moi, ça m'a fait plaisir. Normalement, ils en ont prévu 5 au total. Il y en a eu un deuxième déjà de sortie. Donc, à fond, moi, je suis à fond là-dessus. Hein. J'adore tout ce qui est l'univers Harry Potter. Et je trouve que ça suit bien l'idée de ce qu'on peut avoir. Depuis la fin d'Harry Potter, on n'avait rien eu à part les animaux fantastiques. Bah, il y avait eu la pièce de théâtre, qui était la suite dans le futur d'après les Harry Potter. Oui, exact. J'avais lu le livre, mais j'ai pas vu d'adaptation. Parce que le livre, c'est quand même. Le livre, c'est juste les paroles du théâtre. Ouais, du coup, c'est pas passionnant à lire. Ouais. Et dans les livres, bah, du coup, t'as le livre des animaux fantastiques, t'as les contes de Bulder, le barbe de Biddle le barde. Billy Bull. Et Biddle le barde, Biddle le barde. Et l'histoire du Quidditch aussi en livre. C'est déjà pas mal. Hein. On est déjà à 10 films, du coup 10 livres. Moi, je l'ai pas encore vu et je pense le voir, et d'autant plus maintenant que je sais que tu le valides. Voilà. Puis le deuxième, t'as un petit Dumbledore plus jeune joué par Jude Law que j'adore. C'est bien vendu. Là, tu attises ma curiosité, ça. Ouais, par contre, voir un Dumbledore jeune, ça me choque un peu, quoi. Ça devrait pas exister. Jeune, quand je dis jeune, il doit avoir pourtant. 60-70 ans, quoi, parce que vu que dans les Potter, il a plus de 100 ans. C'est Jude Law, il a déjà plus de cheveux, enfin. En vrai, il est plutôt à la Pedro, à peu près grosse beubare et à peu près bien taillé. Non, mais c'est un compliment qu'il te fait. Ok. Non, parce que... Du coup, dans les animaux fantastiques, il est complètement défoncé, c'est ça? Quand tu dis qu'il est comme Pedro. Ouais, c'est ça, ouais. Mais trop pas en plus. Comment il répond trop doucement? Trop peu. Trop pas, man. Je suis complètement sobre. Ça va être un taf en montage, ça. Bien, merci beaucoup, Charlie. Est-ce qu'on serait pas chaud pour une petite pastille par Pedro? La pastille. Pedro, tout de suite. And now for something completely different. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. On n'est pas bien là à sucer des pastilles Vichy, Jack. Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis légèrement tintinophile sur les bords. Voilà, donc je vais vous parler de Tintin. Ah, d'accord, putain. J'étais teinté. Ouais, mais non, j'étais sur toi, si t'avais dit Tata. J'étais sur Tainted Love, j'en sais rien. Ouais, c'est ça, dès que vous entendez parler de moi et que ça se termine par film, maintenant je sais à quoi vous pensez, bande de salopards. C'est toi qui l'as dit, hein. C'est pas nous. Messieurs, ce soir je voulais vous poser une question. Hergé était-il devin? Non. On a voyagé sur la Lune, là, je sais plus c'est quoi le titre exactement, mais c'était avant le Et voilà, toi tu vois où je veux en venir. Ce soir, on va fact-checker, on a marché sur la Lune. Okay. Et pour ce faire, je vais avoir besoin de vous, puisque je vais vous poser des questions et on va en débattre tous ensemble et je vous donnerai des réponses un peu plus complètes après. Mais je veux interroger un petit peu votre curiosité parce que la BD est sortie en 53, soit 16 ans avant le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune. Donc forcément, 16 ans avant, on peut imaginer qu'Hergé aurait pu être complètement à côté de la plaque. On va se rendre compte assez rapidement, spoiler alerte, que ce n'est pas le cas. Il était plutôt dans le ton. Pour moi, on n'est jamais marché sur la Lune. Hein. Je fais partie. Tu te casses, putain. Casse-toi. Fallait bien qu'il y en ait un qui le fasse. Platiste.
Donc, je vais commencer par une petite phrase. C'est inouï, c'est prodigieux, c'est incroyable. Dire que dans quelques minutes, ou bien nous marcherons sur le sol de la Lune, ou bien nous serons tous morts. C'est le professeur Tournesol, tout à fait. Merci, Jérémy. Pourtant, je l'ai lu il y a des dizaines d'années. Ouais, ça fait longtemps. Ça m'a marqué. Ouais. Et ça, c'est une phrase qui est marquante parce que la première phrase de Tintin quand il pose le pied sur la Lune, messieurs, est-ce que vous la connaissez? Elle est déjà beaucoup plus décevante. Non, je m'en souviens. Ah bah voilà, j'y suis. Il a dit. Il a dit j'ai envie de pisser. Il a dit c'est merveilleux. Bravo, Tintin. Ça va, il a pas fait un vieux jeu de mots à la PP en disant c'est lunaire ou je sais pas quoi. Alors forcément. Ouais, pas bon, quand t'arrives sur la Lune, tu fais autre chose que oh putain, la vue est sympa quand même. C'est pas faux. Forcément, un petit lui, moonwalk, il n'avait pas bénéficié des conseils d'Hollywood comme a pu en bénéficier Neil Armstrong le 20 juillet 69 lors de son alunissage. Messieurs, le 23 mars 1953, les échelons rétractables de la fusée XFLR6 au damier rouge et blanc, qu'on peut identifier au premier coup d'œil, se déploient et Tintin en sort. Il est le premier à poser les pieds sur la Lune. Ça va nous amener à pas mal de petites questions. On va commencer maintenant. Est-ce que vous vous rappelez déjà quel était le pays de lancement de la fusée? C'est une bonne question. Un pays imaginaire. Est-ce que c'est un vrai pays? Est-ce que ce serait pas la Sildavie? Oh, bravo. Eh ben, Oh la bravo. vache. Bravo. Ouais, mais voilà, les gars, c'est ça d'être intelligent, j'y peux rien. moi. Et alors voilà, ça c'était une question subsidiaire. En fait, la vraie question c'est la Sildavie. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu de la Sildavie? On découvre ce pays dans le sceptre de Tokar. Oui. Le plat national, c'est le chien, rappelez-vous. Oui, putain. Exactement. Alors, à votre avis, est-ce que la Sildavie, ça pouvait être un pays lanceur de fusées à cette époque-là? Est-ce que vous pensez que ça aurait pu rivaliser avec l'URSS ou bien les États-Unis? Ou est-ce que c'est complètement taré comme idée? Ben, je te dirais non. Fictif. Je comprends pas la question en fait. À l'époque de la guerre froide, de toute façon, il n'y avait pas tellement de Ouais. monde qui pouvait lancer des fusées, donc la Sildavie, je serais avec nous. Quoi. Ouais, non, mais c'est intéressant. Tu parles politiquement, en gros, est-ce que eux ils auraient les moyens en termes de thunes ou est-ce que c'est en termes de géographie? Non, mais par exemple. Bah, Charles- moi, je parle plus financièrement pour le coup. Financièrement, Aussi. pour moi, c'est pas possible. Après, géographiquement, je sais pas où c'est foutu. Donc, Géographiquement, Eh ben, en fait, c'est une région montagneuse, la Sildavie, je me souviens. Ils le font partir d'un plateau, le truc. Mais voilà, après, c'est un pays imaginaire, donc je sais pas trop, je peux pas trop évaluer le PIB, quoi. Alors, en fait, pour vous répondre, rétrospectivement, non. En fait, on se rend bien compte que c'est pas jouable. Mais ce que tu as dit, Mollusque, est assez vrai. En fait, en pleine période de guerre froide, on se rend compte que les États-Unis, par exemple, en 53, eux-mêmes n'étaient absolument pas en capacité de lancer une fusée. Ouais. Et en fait, ce qu'ils ont sorti de mieux, c'est une fusée d'ailleurs en 53 qui était à peine meilleure que le V2 allemand de la Seconde Guerre mondiale, qui était lui un missile. Ouais, ok. Ça valait pas beaucoup mieux. Donc techniquement, si même les États-Unis ne pouvaient pas y arriver, Sildavie, il y a peu de chance. C'est un pays très rural, assez pauvre. C'était le pays pauvre de la confrontation avec l'autre pays qui était la Bordurie. La Bordurie. Ouais. Voilà, exactement. Donc il y a quand même assez peu de chances de voir un pays comme ça pouvoir produire ce genre d'événements. Et pourtant, il y a des pays qui ont essayé dans l'histoire et qui ont donné raison plus ou moins à Hergé sur le fait que même un petit pays peut se lancer dans un programme lunaire, puisque c'est le programme spatial de Mobutu. Mobutu avait lancé un programme spatial. Attends, mais déjà je connaissais même pas. C'est le général Mobutu, c'est qui était donc président dictateur du Zaïre. Et du coup, le programme a abouti ou pas alors? Alors le programme, du coup, je t'invite à aller voir une vidéo très marrante sur YouTube pour voir que le programme Il a explosé des gens, quoi. n'est pas allé tout à fait au bout. Ok. Voilà, mais il y a eu confection quand même de fusées et compagnie. Voilà. Donc une aussi réponse. la Belgique, hein. Putain. On a eu un grand documentaire dessus sur Striptease. Ah, Le gars, il mais était oui. pas loin de partir avec ça. Ah, mais oui, putain. Dans son jardin. Ah, mais oui. C'est vrai, c'est vrai. La soucoupe. Avec sa soucoupe en alu, là. Putain. Ah, magique. Qui fonctionne par la pensée, la transmission de pensée. Putain, c'est triste et drôle et triste. Bien. Revenons-en à Tintin. Oui. Et plus précisément à la fusée. Est-ce que vous vous rappelez, pareil que tout à l'heure, question subsidiaire, est-ce que vous vous rappelez à quoi est tournée la fusée? Au samplon 95. Non, peut-être à l'uranium. Ah, c'est pas mal. On n'a pas de précision, uranium ou autre. Énergie ou autre nucléaire en général. Et c'est une énergie, voilà, exactement. C'est une fusée nucléaire. Est-ce que, à votre avis,
ça serait faisable dans la vraie vie. Non, alors oui, c'est faisable techniquement, mais c'est trop risqué, quoi. Ouais, voilà. Ouais, j'aurais dit oui. Pépin, c'est compliqué, quoi. Ouais. Réponse collégiale parfaite. En fait, techniquement, le schéma imaginé par Hergé et par ses amis scientifiques qui l'ont aidé à la conception de la fusée, parce qu'il n'était pas seul, il a fait appel à quelques types assez connus de l'astronautique de l'époque. En fait, son schéma fonctionne. Seulement, il y a un petit problème, c'est que c'est interdit. En fait, c'est dans les grandes règles des programmes spatiaux mondiaux. On n'envoie pas de nucléaire. En fait, c'est une mauvaise idée pour les raisons que vous avez évoquées si ça tourne au vinaigre. Et socialement, c'est une idée qui serait de toute façon pas acceptée par les populations. Et donc, on couperait probablement les financements à ce genre de projet. Donc, voilà. Par contre, ça permettrait de faire passer le voyage Terre-Lune de 11 jours à environ 4 heures, 4 heures et demie. Je me souviens que... Attends, mais ce serait vraiment possible parce qu'ils se prendraient trop de G, les mecs, dans les gueules. Ah, ça, pour le coup... non, après, tu peux... faire évoluer la technique sur d'autres choses également, je pense, ouais. Et donc, ce que je vous disais tout de suite, ça a été donc la fusée de tournesol, je vous cite la phrase précise, la fusée de tournesol qui fonctionne en faisant chauffer de l'eau ne pose aucun problème particulier au point de vue de la physique. Ça, c'est une phrase que l'on doit à Roland Lehoucq, astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique. Donc, le mec sait quand même un petit peu de quoi il parle. Donc, les mecs se sont penchés vraiment sur le cas. Ok. Roland Lehoucq, c'est pas lui qui est président des Utopiales? Bah oui. Ouais, c'est ça. Bah, écoutez, messieurs, vous me l'apprenez. C'est le président des Utopiales. Enfin, oui, je sais pas si on dit président ou directeur, j'en sais rien. Enfin, voilà, c'est DJ. Ouais. Un homonyme peut-être ou pas du tout? Forcément, c'est la même personne? Très bien. C'est pas la même chose. Autre question maintenant. Une fusée de cette forme peut-elle vraiment voler? Elle est plutôt aérodynamique. C'est un suppôt, quoi. Ouais, c'est un suppôt, mais c'est pas un suppôt dans le bon sens, quoi. Mais t'as les ailettes un peu. Alors oui, par contre, t'as des pattes. Elle était tripode. Enfin, elle avait 3 pieds. Moi, je dirais que oui. Non, mais basiquement, je dirais oui. Ce serait pas sacrément optimal, calé. Vous êtes calé en Tintin, messieurs. Vous êtes calé en Tintin. Vous m'impressionnez. Oui. Non, en aérophysique, on est calé. Je vous le disais tout à l'heure, Hergé s'est inspiré un petit peu du travail d'autres gens, de scientifiques. Il leur a demandé des coups de main. Et notamment, il a fait appel à son ami et vieux complice, le scientifique Bernard Heuvelmans. Et celui-ci, qui avait collaboré avec lui pour l'étoile mystérieuse et le temple du soleil, l'a orienté vers Alexandre Ananov. Voilà. Alexandre Ananov, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un surdoué dépourvu du bac qui a écrit l'astronautique en 1950 et qui a un ouvrage très reconnu. Pour un type qui n'a pas eu le bac, quand même. Ouais, voilà. Ce dernier écrivait pour pas mal de journaux, aussi bien des journaux adolescents que des journaux adultes. Voilà. Et l'idée pour lui de bosser avec Hergé, c'était de permettre aux enfants de connaître les bases d'une science nouvelle. Avec la rigueur qui s'impose. C'est pas parce qu'on lit de la bande dessinée qu'il faut que ça soit trop space, trop éloigné de la vérité. Ouais. Et donc il l'a notamment aidé à dessiner la console centrale de la fusée. Il lui a donné des idées de proportion, voilà. Donc ils se sont basés sur ce que je vous disais tout à l'heure, le V2 allemand, puisque c'était ce qu'on avait de plus évolué à l'époque où Hergé a commencé à bosser. Et donc c'est ce qui donne cette forme en fait. V2 allemand. C'est aussi ce qui donne le damier. Il y avait un damier sur les V2 allemands. C'est pour calibrer, non? Ça permettait de les observer, d'observer leur rotation et donc de faire des calculs à la jumelle. Voilà. Okay. Et ça, par contre, Ananov, qui a été interrogé quelques années plus tard pour un album, dans une interview hommage à Hergé, le regrettait amèrement. Il disait c'était franchement le seul truc qu'il fallait pas copier, c'était particulièrement moche, quoi. Pourtant, c'est iconique maintenant la fusée de Tintin. J'allais y venir. C'est iconique. Pour le coup, il a créé un objet qui est connu partout dans le monde. C'est un objet culturel. Ouais. D'ailleurs, il y a énormément de jouets, de répliques qui se vendent. Il y a eu un grand marché il y a quelques années de ça avec des répliques qui se sont vendues très très cher. Je crois que c'était en Allemagne, voilà, il me semble, à Nuremberg. Je vous en dirai plus tard si vous le souhaitez. Oui, Ananov disait que ça ressemblait à une boîte de pâte lustucru. Ouais, très sympa comme comparaison. Et je vois pourquoi il dit c'est ça. Classe. Et donc Roland Lehoucq, que vous semblez mieux connaître que moi, messieurs, voit même des avantages à cette fusée qui se découpe pas en plusieurs étages, contrairement au modèle d'Apollo. Je le cite, les pattes de la fusée encaissent les frottements de l'entrée dans l'atmosphère, donc tu en parlais tout à l'heure, Angelo. Qui s'effectue à vitesse réduite, car grâce à sa propulsion interne, la fusée peut se ralentir toute seule, contrairement à Apollo 11 qui se freinait en frottant contre l'atmosphère.
Donc, il salue le travail du professeur Tournesol en disant le personnage du professeur Tournesol a pris une importance considérable dans la série. Hergé l'a parfaitement senti. Le héros des années 50, ce n'est plus l'explorateur ou le journaliste, c'est le scientifique. Et ça, c'est l'hergéologue Benoît Peters qui l'écrivait dans son livre, Hergé, fils de Tintin. Tout à fait. Hergéologue, putain, c'est ouf. Ouais. Donc c'est quand même assez hallucinant 16 ans avant de se rendre compte qu'on était quand même très proche de choses réalisables. Alors ça s'est pas réalisé tout à fait de cette façon-là, mais techniquement on aurait pu faire partir d'une fusée ressemblant un petit peu à celle censée être conçue par Trifon Tournesol. Une question sur le choix de l'équipage. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque un petit peu dans le choix de l'équipage voilà. Ils ont aucun entraînement physique en fait. Enfin, t'as le capitaine Haddock là-dedans. C'est pas des astronautes quoi. Ouais, c'est vrai qu'embarquer un alcoolique, c'est pas des spécialistes. Ouais, il y a du vrai, mais j'attends quelque chose de plus précis. Il y a un mec en plus qui. Moi, je me souviens qu'il y avait un passager clandestin, donc du coup, leurs réserves d'oxygène, elles étaient niquées parce que peut-être un mec qui avait réussi à rentrer dedans. Alors ça, si tu veux bien, on en parlera un petit peu plus tard. Ils n'ont pas reçu d'entraînement spécifique, je sais plus. Alors oui, effectivement, ça c'est lié, c'est tout à fait lié, mais du coup, sois plus précis. Et je vais peut-être vous apprendre quelque chose. En fait, là, si tu veux, ils y vont comme ça en mode YOLO, mais en fait, t'es censé avoir un des tests cardiaques, enfin, voir justement si tu vas pas clamser. Et qui est très entraîné à ce genre d'effort à l'époque? Parce qu'à l'époque, on est aux prémices du voyage dans l'espace. Les militaires. Ah, il n'y a pas de militaires. Il n'y a pas de militaires dans l'expédition. Il n'y a pas de militaires dans l'expédition. Et si Neil Armstrong, excusez-moi, je vais y arriver, ne faisait plus partie de l'armée américaine au moment du voyage, c'était quand même un ancien pilote. Et son sidekick, Buzz Aldrin, était encore militaire à l'époque du voyage. Ouais. Et dans la mission de Tintin, il n'y a pas de militaires. Il y a des scientifiques, c'est vrai. Il y a un capitaine de marine marchande, on ne sait pas ce qu'il fout là, il y a un journaliste, parce que pourquoi pas, un chien, il y a le mec qui n'était pas censé être là, effectivement, il y a les Dupont avec un Dupont et Dupont, Dupont avec un T, Dupont avec un D, qui se retrouvent coincés là-dedans. Je vais avoir deux flics avec toi, on sait jamais. Surtout la gueule des flics. Il y avait leur charcutier aussi au cas où. Et le fait quand même que de pas envoyer de militaires pour ce genre de choses, ça peut paraître assez aberrant, mais on se rend compte que la NASA, en faisant le choix de Neil Armstrong, qui n'était plus militaire au moment de l'envoi dans l'espace, a quand même réfléchi à ça en voulant pas envoyer un militaire planter un drapeau. D'ailleurs, Hergé lui a poussé le bouchon plus loin. Il n'y a pas du tout de militaire, et puis on plante pas le drapeau de la. Il n'y a pas de drapeau. Ouais. Voilà, il n'y a pas de planté de drapeau. C'est une expédition pour le coup. Pour le bien de la science. Ouais. Exactement, c'est ça. On envoie d'ailleurs des scientifiques faire des relevés. Voilà. Autre question maintenant, messieurs, qu'est-ce que vous pensez du tank qui permet de se déplacer sur la Lune? Est-ce que vous pensez, par exemple, que c'est un truc qu'on aurait pu envoyer Il y a eu des temps. Il y a des types envoyés sur la Lune. C'est Apollo 16, si je dis pas de conneries. Enfin, c'était les dernières expéditions lunaires. Voilà. Ok. Alors bon, c'était la question piège. Non, le tank, l'espèce d'énorme truc là, il y a un consensus scientifique pour dire que 1, ça n'a aucun intérêt, 2, c'est intransportable. Ouais. C'était vraiment trop gros et effectivement, on envoyait des modules, mais beaucoup plus légers. Ah oui, mais c'est la question du transport Terre-Lune plus que la maniabilité sur la Lune qui est remise en cause. Les deux, en fait. Ouais, en fait, les scientifiques expliquent qu'on n'a pas besoin surtout d'avoir une aussi grosse protection pour se protéger des jets de pierre. Et voilà. Et en plus, je pense que n'ayant pas la même attraction, là pour le coup, je suppute, mais j'imagine que tu ressens pas de la même façon les impacts de pierres tombantes. Donc voilà, pas besoin de matériel si lourd. Les travaux scientifiques de l'expédition tiennent-ils la route? Alors, ils font quoi comme travaux? Parce que je pense qu'ils ramassent ils ramassent des pierres, non? Enfin, ils font pas un truc comme ça? Tu aurais peut-être dû nous dire de le relire avant de venir quand même. Je me rappelle plus ce qu'ils font sur place. Ils font pas badminton, c'est ça? C'est l'idée, c'est de faire mais il y a un des Dupont qui pisse contre le vent aussi à un moment donné. Il y a des lancers de javelot. Est-ce qu'on peut faire un lancer de javelot qui fait le tour du monde comme dans l'Astérix? Prenez le truc dans l'autre sens. Vous voyez que je compare quand même pas mal à la mission Apollo 11. Ouais. Donc vous voyez plutôt
Essayez de vous rappeler, ou est-ce que vous savez ce que Apollo 11 a étudié, par exemple? Non. Alors c'est les roches, voilà. Ils ont pas mal extrait de roches et ils ont ramené l'équivalent de 320 kilos de caillasse à étudier, voilà, de sol lunaire. Et rien de tout ça chez Monsieur Hergé, puisque pour l'époque le programme scientifique qu'il met en place pour ces héros n'est pas ridicule selon Roland Lehoucq. Étudier les rayons cosmiques ou les flux qu'on reçoit de la Lune, on a su le faire quelques années après depuis des satellites. Donc c'était ça qu'en fait qu'ils exploraient plutôt dans la BD. D'ailleurs, de la même façon, le choix du professeur de poser la fusée dans le cirque E-Park, je sais pas si vous voyez l'alunissage, qui est un des plus grands cratères de la Lune, se tient. Si ce n'est que le sol est un peu trop accidenté et que donc c'est pour ça que c'est un site qui n'a pas été retenu. Mais ça avait été étudié à l'époque par la NASA. D'accord. Ok. Voilà. Du coup, ça se tient pas vraiment, du coup. Ça se tient et ça se tient pas. C'est pas complètement aberrant, si tu veux. Non, ils se sont posé la question. Voilà, c'est pas complètement déconnant. Ils se sont juste rendus compte que qu'il y avait une zone plus stable pas loin, mais voilà. Tu en parlais tout à l'heure, ils ont un problème d'oxygène puisqu'ils ont embarqué du monde en trop, mon cher Angelo. Est-ce que vous pensez donc qu'il était possible de revenir sur Terre avec si peu d'oxygène? Ou autant de monde, plutôt? J'aurais dit comme ça. Ils prévoient de quoi alimenter bien plus de personnes. T'es obligé, je pense que de base, c'est un petit... Non, mais ils prévoient le voyage aller, le voyage retour. Non, mais ils prévoient aller-retour, mais pour plus manœuvre, voilà, c'est tout. Mais si t'as une personne en plus, c'est peut-être trop, non? Parce qu'en plus, si jamais sur le retour tu rates un truc, t'es obligé de faire un tour de la Terre en plus ou un tour de la Lune. Non, mais si, tu sers de l'attraction des planètes pour tes trajectoires. Il y a eu un incident comme ça sur Apollo 13, je crois. Mais il est fort, il fait ma chronique, il est fort. Vas-y, continue. C'est approximatif. Sur Apollo 13, il y a eu un problème technique. Ils ont dû faire un tour en plus ou une trajectoire plus longue. Et il y avait assez d'oxygène, c'était prévu. Et c'est la bonne réponse en fait. D'ailleurs, on va prendre comme exemple Apollo 13, comme tu viens de le dire. Effectivement, Apollo 13, suite à un incident technique, avait perdu la moitié de son dioxygène dans un problème. Pardon. Ils étaient 3 astronautes. Et ils ont dû se réfugier dans le LEM, donc c'est la partie avant hyper sécurisée là qui est prévue pour 2 personnes dans le LEM de la fusée. Et ils ont réussi à revenir comme ça sur Terre parce qu'en fait, le Hook explique que effectivement on surblinde. Ce genre de mission, on prévoit vraiment les possibilités et donc 3 personnes dans le voyage aller-retour pour la Lune, 3 personnes supplémentaires dans la fusée de Tintin, pas de problème selon lui. Alors un truc qui m'avait beaucoup marqué, qui n'a rien à revoir, mais qui est assez amusant et qui en dit long sur l'imagination d'Hergé, c'était la nourriture lunaire prise par les Dupont et Dupont qui leur filaient les cheveux bleus et très très longs. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Je me souviens de l'image. Ouais, c'est drôle ça. Sachez que cette histoire a pas connu à sa sortie des records de vente. En revanche, après la mission Apollo 11, les ventes se sont envolées. Et à l'heure actuelle, Tintin demeure depuis l'époque dans le top 3 avec 9 millions d'albums vendus dans le monde. Voilà, messieurs. Est-ce que t'as le top 9 millions, c'est tous les Tintins, tu veux dire en général? Non, 9 millions, ce tome-là. Ouais, ce tome-là, d'accord. D'accord, c'est ouf. Et dans le top 3 de quoi? Des ventes de BD ou des ventes de Tintin? Des ventes de Tintin, des 3. Faut être clair aussi. Ouais, c'est pas très clair. Ça me paraissait évident quand même. Bah non, tu dis Tintin est dans le top 3 et on sait pas de quoi en fait. D'ailleurs, petite anecdote d'actualité que j'ai entendue à la radio. La première couverture du Lotus Bleu. Combien déjà qu'elle a été vendue? 3 millions. C'est la pièce de BD la plus chère de l'histoire. Je savais pas que vous étiez aussi tintinophile, vous m'avez bluffé les gars. Bien, voilà qui clôt pour le sujet tintinophile du soir. Merci. Bah de rien. Merci. C'est toi l'animateur, faut renvoyer. T'animes pas, nous, on dirait. Moi, je gère pas le temps là. Là, c'est trop tard. C'était un plaisir de se retrouver encore cette semaine, messieurs. On a pu parler de monstres, on a pu parler de Tintin, de la Lune. Avant de se quitter, messieurs, vous avez lu, entendu des choses récemment que vous souhaiteriez conseiller à nos amis auditeurs? Oui, Soul, Pixar, tous les Pixar ils sont bien, mais celui-là il est trop bien, voilà. méga rapide. Mais déjà, vice versa, c'était mon Pixar préféré avant Coco. Ensuite, Coco est sorti, c'était mon Pixar préféré. Et Soul, je l'ai tellement kiffé. Enfin, vivement l'année prochaine.
Voilà. Bah, Pixar, ça met du temps, mais non, mais il est vraiment, vraiment trop bien. Enfin, moi, ce que j'ai halluciné, là où j'ai halluciné pour l'avoir vu du coup la semaine dernière aussi, c'est les textures de l'eau. C'est trop bien. Juste, allez-y. Si vous l'avez pas vu, mais allez-y, vraiment. Jérémy, Pépé. Oui, petite reco, une chaîne YouTube, la chaîne, enfin plus spécialement une playlist dans la chaîne YouTube de Davy Mourier, que vous connaissez probablement, qui était en duo avec Monsieur Poulpe, auteur de La Petite Mort en BD. Et du coup, il a une émission qui s'appelle Culture Z. On en est à bientôt une 40aine d'épisodes, et du coup à chaque épisode c'est entre un quart d'heure et 3 quarts d'heure, ça dépend, et il va prendre des sujets de pop culture et il va nous montrer des objets. C'est surtout centré sur les objets, les figurines, mais aussi parfois juste parler d'un dessin animé. Là par exemple, je l'ai sous les yeux, on va parler de Goldorak, de Tortue Ninja, des Power Rangers, d'Alien, de Dragon Ball, enfin voilà, c'est vraiment, il y a de quoi faire là. Vous avez 40 épisodes à regarder, c'est vraiment une émission super cool. Merci beaucoup, Mollusque. J'ai fini. On est déjà pas mal en retard, donc j'ai rien à suggérer. Allez, bim, on envoie. Très bien. Eh bien, moi je vais faire court. Je vous conseille d'aller écouter le podcast Tranier raconte que j'ai découvert cette semaine. J'avais un peu de retard. C'est très 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 drôle. C'est Benjamin Tranier qui est déjà très drôle. Tout court. Ok. Voilà. C'était très sympa de vous retrouver. Ah, mais va te faire foutre, hein. Et Charlie, Ah, mais de toute façon, il est à chier en animateur, clairement. Non, mais il a fait exprès. Non, il a pas Bah, fait évidemment. du tout. Ça fait 2 fois que je le fais. Vas-y, Charlie. Alors vas-y, j'y vais. En fait, moi j'hésitais en plusieurs trucs, mais cette semaine, en une soirée, je me suis enchaîné la saison 2 de The Mandalorian. Et j'ai vraiment encore plus kiffé que la saison 1, donc c'est la série, une série Star Wars, un spin-off. Très bien, merci beaucoup. C'était un plaisir de se retrouver tous les 5 ce soir, encore une fois, même si ça aurait été plus sympa tous ensemble. Mais bon, bah voilà, les mesures et tout ça. On fera pas du Human Centipede ce soir. Non, on fera pas ça. Et puis en plus, là, vous m'avez tenté toute la soirée, je vous ai vu boire des super bières et tout. Moi, je fais toujours Dry January, là, avec du coup, là, je bois du soda, là, et puis bah voilà. Du coup, c'était dur. Donc, je suis pressé que janvier finisse. Quoi. Pleurer, quoi. Vivement février. Non, si tout va bien, j'espère fêter mon anniversaire et rompre le Dry January. J'aurais fait 3 semaines et ce sera déjà très bien. Messieurs, au plaisir de se retrouver très très vite. Yes, bientôt. Et n'oubliez pas de nous liker sur Twitter, Facebook, de nous écouter. Si vous nous aimez bien, vous nous conseillez aux gens que vous aimez bien. Si vous nous aimez pas, vous nous conseillez aux gens que vous aimez pas. Des poutous à tous. Ciao, ciao. Gros bisous, ciao. Salut. Bonne nuit. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'était naze, y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout, je suis censé éliminer une mission. Faut que ça pop. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de 2 mots de vocabulaire. Allô, y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Le Dad Choco. Je me souviens, quand j'étais petit à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours, vous voyez. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Hasta la vista, baby.